D'autre part, on va vous demander aussi, pour éviter les bruits de parasites, de couper vos micros. Donc, normalement, c'est fait par défaut. Si c'est pas le cas, on regardera voilà, si on a besoin d'intervenir pour éviter ces bruits de parasites, on vous coupera le micro. Mais voilà, ne prenez pas ça pour un acte autoritaire. C'est pour qu'on puisse bénéficier d'un confort d'écoute maximal. De ce fait, on prendra aussi des questions dans le chat, donc dès le début, n'hésitez pas à poser vos questions, elles seront regroupées probablement par Alexandre, mon collègue, enfin probablement, pas probablement, certainement. On aura au moins une demi-heure pour ces échanges à la fin d'une première de la table ronde, donc il est toujours possible évidemment que toutes les questions n'obtiennent pas de réponse, mais on les gardera précieusement parce que ce colloque s'inscrit dans un cycle et que des questions pourraient nous être utiles pour une autre partie enfin, pour une autre phase de nos discussions. Enfin, de façon à maintenir un cadre bienveillant et constructif, on vous demandera évidemment d'essayer d'éviter les invectives et d'avoir des propos constructifs. Voilà. Donc c'est vraiment des premières considérations, enfin, des considérations préliminaires assez basiques et si vous pouviez vous y tenir, ce serait parfait. Donc ce premier colloque s'inscrit dans un cycle, vous avez dû le voir lors de l'invitation, qui est organisé en partenariat avec Hendrik Davy, qui est député, Yann Chantrel, qui est sénateur, et Démocratie ouverte, avec qui nous avons travaillé au dépôt d'une proposition de loi constitutionnelle pour institutionnaliser les conventions citoyennes. Donc ce soir, on sera ensemble pour à peu près 2 heures. Nous aurons dans un premier temps 1h30 d'échange sous forme de table ronde avec trois intervenantes et un intervenant que je présenterai tout à l'heure. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, nous aurons une demi-heure de questions prises dans le chat. Donc à nouveau, n'hésitez pas à les formuler. Si elles ne sont pas claires, on vous demandera de les exprimer, enfin de les préciser. Mais sinon, on va probablement les prendre, enfin les exposer nous-mêmes, voire en combiner certaines qui sont assez proches. Donc ce soir, on va discuter de conventions citoyennes qui souvent sont appelées assemblées citoyennes sur la scène internationale. Et ces conventions citoyennes constituent un outil démocratique qui suscite de fortes attentes et que du coup, de ce fait, peuvent conduire à de fortes déceptions et à distancier encore un peu plus les citoyennes et les citoyens si elles sont mal utilisées ou si elles sont instrumentalisées. Mais en fait, convention citoyenne, de quoi parle-t-on? J'imagine que vous avez déjà une idée assez précise de ce que cela revêt comme terme, mais je vais vous donner quelques principes, enfin quelques principes qui vont nous servir en tout cas à poser nos hypothèses de départ. Donc nous, on va parler de convention citoyenne en soulignant trois principes. Le premier, c'est le principe de tirage au sort d'habitants et d'habitantes pour former un panel représentatif, non pas de la population, mais de la diversité de la population sur un territoire donné, que ce soit une convention citoyenne nationale ou territoriale, enfin régionale par exemple. Euh, dans l'idée d'apporter aux membres de ce panel une information la plus complète possible, et quand on parle d'information complète, on parle aussi des points de désaccord qui peuvent faire l'objet de controverses sur le sujet donné. Et enfin, d'offrir la possibilité aux membres de ce panel de délibérer, de confronter leurs arguments et d'élaborer collectivement des propositions. Maintenant, ça, c'est des principes de base. En général, ce qu'on va ajouter à ces principes de base, c'est le fait que la question qui est posée aux membres du panel est une question d'intérêt général et que l'autorité publique, c'est souvent une autorité publique qui est à l'origine de ce type de processus, propose un mandat explicite. Ça, c'est un cas recommandé, pas forcément toujours très clairement suivi, mais c'est le cas vraiment recommandé. Le fait que le mandat soit explicite, hein, pas le fait que ça soit proposé par une autorité publique, ça, on peut en discuter, et on en a déjà discuté dans notre projet de loi constitutionnelle, proposition de loi constitutionnelle. Ensuite, le plus souvent, les opérateurs de cette convention citoyenne, de cette assemblée citoyenne, vont nommer un comité de pilotage, a priori indépendant, c'est toujours mieux lorsqu'on est sur un terrain controversé, vont opérer le tirage au sort du panel. Alors ça, ce tirage au sort, ça, c'est quelque chose qui a pas mal évolué, parce que initialement, lorsque les conférences de citoyens, c'était le nom qu'elles avaient à l'époque, se sont mises en place, on parlait plutôt de petits panels d'une quinzaine ou d'une vingtaine de personnes. Maintenant, on est plutôt sur des panels d'une centaine, voire presque 200 personnes, notamment en France, on en a eu 150 puis 184. Et ensuite, il s'agit pour le comité de pilotage d'organiser trois grandes étapes de cette convention citoyenne, c'est-à-dire la formation, donc la mise à disposition de connaissances pour les membres du panel, l'organisation de débats internes et la formulation de recommandations. Donc,
Au-delà de ce cadre méthodologique qui est vraiment très très basique, hein, il y a beaucoup de nuances qui existent même au sein d'un même pays. On, s- on- on voit qu'un certain nombre de questions, d'interrogations demeurent, notamment, ne serait-ce que la question première qui est quand et pourquoi organiser une convention citoyenne. Une autre question importante aussi, c'est que cette convention citoyenne, des fois, est un peu considérée comme une boîte noire, donc il nous paraît important de réfléchir aux connexions possibles et souhaitables entre les travaux des conventions citoyennes et le monde extérieur. Et dans le monde extérieur, on met les élus, on met les médias, les citoyennes, les citoyens, les organisations de la société civile, tous ceux qui ont un intérêt finalement avec le sujet qui est traité par les membres du panel de ces conventions citoyennes. Enfin, une question qui nous préoccupe beaucoup et sur laquelle on a des propositions, c'est la place de ces conventions citoyennes dans la production de la loi. Est-ce qu'il faut les doter d'un véritable pouvoir, d'une portée décisionnelle, ou est-ce qu'elles doivent se cantonner à un simple rôle consultatif? Et par ailleurs, comme on a la chance d'avoir des personnes qui ont pu étudier ces dispositifs en comparant différents pays, on se pose la question aussi de savoir où on en est sur ces questions-là dans d'autres pays. Donc on a ce premier webinaire qui va durer à peu près 2 heures, qui nous permettra d'examiner ces enjeux sous différents angles, l'angle juridique, l'angle politique, l'angle institutionnel. Et nous aurons deux autres séquences dans ce cycle, une mardi prochain à la même heure, le 7 octobre, où cette fois-ci nous ferons intervenir le vice-président du CESE, Kenzao Kensei, qui est en charge de la Convention citoyenne sur l'étang des enfants, et deux membres des 150 et deux membres des 184, qui sont les deux associations qui ont été constituées par une grande partie des membres tirés au sort lors des deux premières conventions citoyennes. Et enfin, le 17 octobre, cette fois-ci, ça sera en présentiel au Palais du Luxembourg, qui est donc une antenne du Sénat. Si on l'a fait en présentiel, celle-là, c'est pour la simple raison que nous allons faire intervenir des parlementaires et donc on préférait les faire intervenir dans leurs locaux. L'objet étant de montrer, d'expliquer pourquoi on a proposé cette proposition de loi constitutionnelle et qu'est-ce qu'on en attend. Donc, à la fois, on vous présentera les points de vue de porteurs associatifs et universitaires de ces propositions, mais aussi des porteurs parlementaires de ces propositions. Donc, on va passer au vif du sujet. Je vais arrêter de partager mon écran. Et je vais vous présenter les intervenantes et les intervenants de ce soir. Donc, nous aurons donc trois intervenantes et un intervenant. Tout d'abord, Marie-Angèle Hermite, qui est juriste et directeur de recherche au CNRS et à l'EHESS, qui, après une thèse en droit européen de la concurrence, puis de nombreux travaux de droit du commerce international dans le cadre des rapports Nord-Sud, s'est intéressée aux propriétés industrielles portant sur les organismes vivants et de fil en aiguille sur la construction d'un droit du vivant, humain et non humain. Et c'est dans ce cadre qu'elle a participé à la conférence de citoyens, donc le terme que j'expliquais que j'expliquais tout à l'heure, qui se distingue des conventions citoyennes, mais qui repose sur les mêmes principes, en 1998 sur les OGM dans l'agriculture. Sceptique à l'origine, elle a été convaincue par la puissance d'une telle procédure, et c'est souvent ce qui arrive quand on en suit une de près. Et après avoir participé à trois autres conférences, la première sur le changement climatique en 2002, une autre sur les antennes relais en 2009 et une troisième sur les déchets nucléaires en 2013-2014. Elle participe aujourd'hui en tant que garante à une expérimentation menée par Sciences Citoyennes sur la gestion des moustiques tigres dans trois communes proches de Montpellier, au regard de l'expansion des maladies tropicales. J'ai oublié de me présenter d'ailleurs, Glenn Millot de Sciences Citoyennes. Voilà. Je fais le lien avec les organisateurs de ce cycle et avec le fait que nous collaborons régulièrement avec Marie-Angèle Hermite. Ensuite, ça ne vous donne pas forcément l'ordre d'intervention, mais voilà, c'est l'ordre de présentation au départ. Dimitri Courant, que nous accueillons, qui est chercheur et enseignant à Sciences Po Paris. Auparavant, il a été postdoctoral Democracy Fellow à l'Université Harvard et Fund Global Fellow à l'Université de Princeton. Il a obtenu son double doctorat en sciences politiques conjointement à l'Université de Lausanne et à l'Université Paris 8, et il est actuellement président du groupe sur les innovations démocratiques de l'American Political Science Association, APSA, aux États-Unis, et co-organisateur du groupe sur la démocratie participative et délibérative de la Political Studies Association, PSA, en Grande-Bretagne. Ses recherches portent sur la délibération, la représentation, la démocratie et le tirage au sort. Ces enquêtes qualitatives de terrain comparent plusieurs études de cas, en particulier les assemblées citoyennes irlandaises, qui ont beaucoup inspiré les françaises, et du coup, ces études portent aussi sur la Convention citoyenne pour le climat et le grand débat national en France qui l'a précédé.
Il a également fait partie de l'équipe qui a organisé la première Citizen Initiative Review en Suisse, et ses travaux de recherche actuels analysent les assemblées citoyennes dans une perspective comparative internationale. Sa dernière publication, parue en 2024 en anglais et en français avec Bernard Weber, est l'ouvrage Démocratie délibérative et transition écologique, la Convention citoyenne pour le climat. Et Dimitri, peut-être que tu pourrais mettre le lien dans le chat pour celles et ceux qui voudraient avoir plus d'informations. Ensuite, nous aurons le plaisir d'écouter Marine Fleury, qui est maîtresse de conférences en droit public à l'Université de Picardie Jules Verne, elle est co-responsable de l'axe environnement du Centre de recherche sur l'action publique et politique. Elle est également membre du conseil scientifique du groupement d'intérêt spécifique Démocratie et Participation et du comité éditorial de la revue numérique Démocratie. Et à nouveau, je vous invite à mettre les liens correspondant à ces différentes affiliations. Ça peut intéresser les participantes et les participants de ce webinaire. Elle travaille désormais sur les formes de concrétisation par le droit de la démocratie dite participative et c'est à ce titre notamment intéressée aux assemblées de citoyens. Sur le plan plus pratique, elle est garante du débat public pour la Commission nationale du débat public et a été membre du comité de juristes qui a appuyé les travaux de la Convention citoyenne pour le climat. Enfin, Mathilde Bouillet, qui est coordinatrice Europe du partenariat pour un gouvernement ouvert, donc à nouveau le lien sera accueilli, une coalition réunissant 74 pays et des milliers d'ONG pour rendre l'action publique plus transparente, participative et redevable. Elle a développé son expertise sur l'intégration de la participation citoyenne dans les décisions gouvernementales. En tant que diplomate au ministère des Affaires étrangères, participant aux négociations onusiennes sur les objectifs de développement durable, en tant que chef de l'équipe ODD et transition juste du think tank World Resources Institute, et en tant que responsable gouvernement ouvert et évaluation de l'ONG Démocratie ouverte. Il est donc partenaire de ce cycle de colloques. Mathilde a publié plusieurs travaux sur le rôle des processus délibératifs dans la transition écologique, dont cette année un rapport sur les assemblées citoyennes et l'urgence climatique pour le World Resources Institute. Donc ce soir, on va vous demander de nous aider à réfléchir sur un certain nombre de questions. Et la première que je vais vous poser, en commençant par Marie-Angèle, est en amont des conventions citoyennes, quelles sont les conditions qui permettent de créer un environnement favorable à la mise en place donc d'une convention citoyenne? Marie-Angèle. Oui, merci. Merci, Glenn. Alors, bon, il faut tenir compte du fait que en ce moment, je suis influencée par l'expérimentation qui n'est pas tout à fait terminée sur les moustiques tigres et qui répond pas du tout, c'était l'objectif d'ailleurs, au canon des différentes conférences ou conventions de citoyens qui ont pu être organisées jusqu'à maintenant, puisque c'est une très petite échelle et est fait avec très très peu d'argent, ce qui a des conséquences beaucoup plus importantes que ce qu'on pourrait imaginer. Et donc, je suis un peu dans un entre-deux entre ce que j'ai acquis des expériences que tu as rappelées et et le brouillage que crée l'expérimentation presque terminée qui se terminera le 6 octobre. Donc, je préfère prendre des précautions oratoires parce que je suis un peu incertaine sur un certain nombre de points. Donc, il y a une chose dont je suis sûre, c'est que dans les conditions, il faut ne pas vouloir répondre à toute question par ce type de procédure. Il faut qu'une question ne soit ni trop précoce, on n'a pas suffisamment de choses à se mettre sous la dent, ni trop chargé. Alors, je vais donner un exemple. Alors, l'exemple le plus classique de la question trop précoce, c'est la conférence de citoyens qui avait été organisée sur les nanotechnologies à une période où on avait très peu de renseignements sur les nanotechnologies. Mais je l'ai vu là pour le moustique tigre dans la mesure où entre la période de juin, où s'est déroulée une grande partie du processus, et la période actuelle, euh, on est passé d'une suspicion d'épidémie possible à une certitude
d'épidémie en cours. Il y a eu énormément de cas autochtones pendant l'été, et donc entre le mois de juin et le mois d'octobre, il s'est passé quelque chose. Donc, on voit que la maturité de la question euh, produit des résultats, parce que je pense que s'ils avaient rédigé la recommandation en juin, ils auraient été peut-être, puisque je ne sais pas quelles recommandations ils vont rédiger là, ils auraient été peut-être plus tranquilles que ce qui va se passer en octobre. C'est pour donner un exemple. Il faut ensuite de l'argent pour avoir une certaine sérénité dans l'organisation. Là encore, quand on manque d'argent et de soutien du commanditaire ou de la personne à qui le commanditaire a fait appel, on peut se trouver devant des grandes difficultés matérielles qui se, qui se voient dans les résultats. Alors pareil, à Montpellier, on a manqué d'argent et ça a eu des résultats, enfin ils ont manqué d'argent puisque moi je ne suis que garante, et ça a eu des résultats extrêmement difficiles à gérer. Il faut, me semble-t-il, pour le COPIL, une certaine sérénité, une sécurité du cadre dans lequel il agit. J'ai un excellent souvenir, par exemple, dans les expériences que j'ai vécues, des fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui avaient organisé, qui étaient à la manœuvre sur le plan matériel pour l'organisation de la conférence sur les OGM, et j'ai un excellent souvenir pour les déchets nucléaires de l'accompagnement de la CNDP. Pour les deux autres, les trois autres de mes expériences, euh, ben, ça crée quand même des difficultés quand on n'est pas aussi bien soutenu de manière aussi professionnelle. Donc ça, c'est le premier point, une espèce de sécurité générale liée au sujet, à l'argent, au soutien. Ensuite, c'est impératif que le COPIL soit totalement impliqué et sans trop de tension interne. J'ai vécu des copiles euh, peu impliqués où il y avait deux personnes impliquées sur six ou quatre sur huit, avec des gens qui, bon, c'était dans un mécanisme, alors payé très peu, mais payé quand même un petit peu. Il y a un étudiant avancé qui a reçu l'argent et on ne l'a plus jamais revu. Et ça déséquilibre un copil, puisqu'il était contre l'enfouissement des déchets. Ça fait une personne de moins pour avoir des idées, pour organiser le contre par rapport au pour. Donc ça, c'est, me semble-t-il, très important. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de tensions internes, des gens qui sont ennemis depuis 20 ans dans leur vie professionnelle, il vaut mieux pas les mettre ensemble dans le copil. Et il faut qu'ils aient déjà réfléchi à la question. Je me suis trouvée parfois avec des gens qui n'avaient jamais entendu parler de conférences de citoyens, qui s'y sont mis comme ça, et ça donne pas de très bons résultats. Bon, ensuite, j'accorde une très grande importance une fois qu'on a tiré au sort un assez grand nombre de citoyens, ce qui est déjà très difficile et coûteux, euh, l'importance du tri des citoyens. Évidemment, il faut éviter les conflits d'intérêts. J'ai eu pour les déchets nucléaires euh, quelqu'un qui avait été jugé tout à fait favorablement par le comité qui sélectionnait euh, les citoyens potentiels et qui se trouvait être un des anciens dirigeants de l'OTAN et des forces nucléaires. Donc, non, j'ai passé beaucoup de temps à lui expliquer que ce n'était pas possible, il n'était pas content. Mais
De même que si vous avez euh, des, dans des petites conférences de citoyens, quelqu'un d'extrêmement diplômé avec quelqu'un qui a arrêté l'école à 15 ans, ça peut créer des problèmes. Pas forcément, mais ça peut en créer. Euh, J'accorde une très grande importance à l'intérêt marqué par le commanditaire, c'est-à-dire celui qui pose la question. S'il la pose et puis basta, il s'en va et il donne aucun signe de vie, euh, je dis pas d'avoir des liens, etc. Mais il faut que les citoyens se sentent soutenus par un intérêt marqué par celui qui pose la question. Et je trouve que c'est difficile de trouver le juste équilibre entre euh, le fait que le commanditaire ne soit pas trop présent, parce que ça introduirait des troubles, mais le fait qu'il marque son intérêt. Enfin, je ne suis pas sur un impératif absolu sur le nombre minimal ou maximal de personnes participantes. Trop peu, ça crée des problèmes, et trop, ça me semble en créer aussi. Donc, je pense qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de chiffre absolu. On n'aura simplement pas les mêmes difficultés avec un tout petit euh, panel de citoyens et avec un très grand panel de citoyens. On aura des difficultés quasiment opposées en réalité. Donc voilà pour moi les points de départ, disons, pour créer déjà un minimum d'environnement favorable. Merci Marie-Angèle. De ton côté, Mathilde, tu as plus particulièrement étudié les assemblées citoyennes pour le climat. Est-ce que tu vois des conditions qui auraient été plus ou moins respectées dans certains cas et pas dans d'autres, et qui te semblent être des règles vraiment à mettre en avant en complément ou en nuance de ce que a proposé Marie-Angèle? Je vais compléter ce que dit Marie-Angèle. Je suis d'accord avec absolument tout ce qu'elle a dit, notamment l'importance de prévoir un dispositif qui est cohérent avec ses objectifs et ses moyens. J'ai quelques slides à partager pour recontextualiser un petit peu au niveau international de quel phénomène on parle. Donc la participation citoyenne, c'est une priorité majeure des membres européens du PGO. Peut-être quelques mots sur qu'est-ce que c'est que l'Open Government Partnership. C'est une coalition de 74 pays et de milliers d'organisations internationales qui se réunissent pour renforcer la transparence, la participation citoyenne, les enjeux de redevabilité dans la manière dont les gouvernements fonctionnent. Donc c'est pour améliorer l'élaboration et la livraison des politiques publiques. Et il y a énormément d'innovations en ce moment sur les enjeux participatifs, a fortiori sur les processus délibératifs, l'Assemblée citoyenne étant un exemple de ces processus délibératifs. Il faudrait que je mette mon diapo en mode... Voilà, ça sera plus visible pour les participants. L'Assemblée citoyenne est un exemple de processus délibératif, mais il y a vraiment une grande mode hein, de ces panels et assemblées citoyennes, ce qui est très positif puisque on note un intérêt croissant des gouvernements pour renouveler la manière dont sont conçues les politiques, et en même temps ça soulève des questions et ça pose des défis puisqu'il y a beaucoup en fait d'assemblées citoyennes qui sont proposées pour, j'allais dire faire de l'affichage politique, c'est un peu dur, mais en tout cas pour essayer d'inclure au maximum en théorie la population à l'élaboration d'une politique, mais en pratique, les conditions de son succès ne sont pas réunies. Donc Marie-Angèle a mentionné un certain nombre de facteurs. Moi, je vais me concentrer sur le lien à la décision, parce qu'il y a
beaucoup d'assemblées citoyennes qui sont conviées initialement pour produire des recommandations. Et on se rend compte, in fine, que très peu de propositions passent à la décision. Les mesures sont souvent sélectionnées sur le volet, elles sont la plupart du temps édulcorées, affaiblies, et ça peut entraîner des processus, enfin un phénomène assez contre-productif où il y a une montée de la défiance entre le panel citoyen et le commissionnaire d'initiative, voire plus largement entre le public qui s'intéresse un peu à ces sujets et qui est au courant de l'organisation d'une assemblée citoyenne dans la ville et les institutions. Donc le niveau d'influence des assemblées citoyennes, vous l'avez mentionné, il varie considérablement. Donc effectivement, là, je me base sur des recherches que j'ai menées avec mon équipe au World Resources Institute, l'Institut pour les ressources globales. C'est une analyse comparative que nous avons effectuée de 12 assemblées citoyennes, alors spécifiquement sur le climat. Et nous avons essayé d'identifier quels étaient les facteurs de réussite, qu'est-ce qui allait conduire à une intégration un peu plus satisfaisante, ou en tout cas une considération sérieuse des propositions citoyennes dans les décisions. On voit que les gouvernements répondent de manière très différente aux recommandations. Il y a un certain nombre d'assemblées citoyennes qui malheureusement ne reçoivent pas du tout de réponse, pas clairement. Dans beaucoup de cas, au-delà des 12 cas, on a regardé la littérature globale sur ce sujet, donc on a regardé à peu près une centaine de contextes. Beaucoup de commissionnaires s'engagent à prendre en compte les propositions dans de futures politiques, mais de manière assez vague. Et progressivement, on voit que se développe une forme de consensus sur la nécessité d'avoir une réponse argumentée de la part du commissionnaire qui explique pourquoi il retient certaines propositions et pas d'autres, euh, et comment il va les mettre en œuvre. Mais finalement, il y a donc ça commence à être une posture adoptée par un nombre croissant de commissionnaires, mais il y a très peu d'institutions qui adoptent vraiment l'ambition des recommandations citoyennes, puisqu'on sait que ces assemblées ont tendance à être plus ambitieuses que les politiciens. Il y a quelques assemblées climat en Pologne qui ont vu leurs propositions majoritairement intégrées dans les politiques municipales, parce que les maires s'étaient engagés à adopter telle quelle toute proposition qui allait recevoir le soutien de 80% du panel, mais c'est une exception qui soulève aussi des questions, parce que l'Assemblée est là mise sur le même plan que les élus de la République polonaise, qui est interdit en France. Mais en Pologne, voilà, ça s'est pratiqué. Donc, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que les rôles qu'on donne aux assemblées citoyennes, ils diffèrent aussi énormément selon les contextes. Beaucoup d'assemblées sont surtout invitées à réfléchir à des mesures qui existent déjà dans l'écosystème scientifique, d'experts, ou qui sont déjà mis sur la table par les décideurs. Et donc, leur champ de réflexion est assez limité. En tout cas, euh, il est formalisé de telle sorte à ce qu'ils aient assez peu de temps pour proposer éventuellement des mesures plus ambitieuses ou plus novatrices. Et donc c'est déjà, je pense, un élément important que de donner l'espace d'innovation nécessaire pour que ces propositions puissent sortir un peu des sentiers battus. Alors on n'attend pas forcément des mesures révolutionnaires, surtout sur des sujets qui sont très étudiés, mais en tout cas, on voit que quand ça a été possible, les citoyens ont fait preuve d'inventivité et ont parfois proposé des compromis qui avaient été négligés jusque-là. Donc ça, c'est le rôle dans l'élaboration des mesures. Et après vient le rôle dans la décision en tant que telle. Euh, en fait, les assemblées citoyennes, elles sont surtout là pour informer en amont les décideurs. Et dans assez peu de cas, on leur donne la possibilité de transmettre leurs propositions directement aux décideurs ultimes. Donc, il y a eu cette suggestion du sans filtre qui a créé énormément de confusion au moment de la Convention citoyenne pour le climat. On pourra y revenir plus tard dans le débat. C'était pas forcément une très bonne idée de s'engager à l'aveugle sur quelque chose qui était si flou.
Voilà, donc l'objectif, c'est pas de dire que les commissionnaires d'Assemblée citoyenne doivent s'engager à adopter toutes les recommandations, pas du tout, mais il faut assurer un processus clair pour suivre les propositions. Voilà, donc là, c'est un graphique qui vous montre qu'il y a quand même une corrélation entre le niveau d'engagement des institutions qui mettent en place des assemblées citoyennes et le sérieux de la réponse reçue in fine. Donc c'est important de s'engager dès le début, sur un processus clair pour étayer sa réponse et expliquer qu'est-ce qui va se passer une fois le conseil municipal ou le Parlement réuni. Voilà, je pense que j'ai résumé ce que je voulais dire sur les préconditions qui me semblaient importantes pour que ces assemblées citoyennes aient un poids et soient utiles à la décision publique. Juste souligner en conclusion qu'il y a de plus en plus de gouvernements nationaux et locaux qui essaient d'institutionnaliser les assemblées citoyennes. Donc là, cette option assure un ancrage très clair dans le processus décisionnel, puisque l'Assemblée citoyenne devient un organe du processus public. Ça permet d'avoir une grande lisibilité sur l'ensemble du chemin entre la proposition initiale et la mise en œuvre. Mais il n'y a pas que des assemblées citoyennes qui sont institutionnalisées, il y a aussi des conseils citoyens permanents, il y a l'intégration de panels délibératifs dans des commissions parlementaires. Donc c'est vraiment quelque chose qui se développe de manière très intéressante. C'est à suivre et je pense que ça fait écho aussi avec votre plaidoyer, Glenn. Tout à fait. Et on reviendra de toute façon sur la question des suites à donner aux conventions citoyennes dans la troisième partie. Merci Mathilde. Marie-Angèle demandait s'il serait possible d'avoir les slides que tu as présentés. Est-ce qu'il Ah serait oui, bien possible? sûr. D'accord, merci. Dimitri, donc toi, tu as beaucoup étudié les assemblées citoyennes irlandaises et la Convention citoyenne sur le climat. Est-ce que tu vois une différence dans le déclenchement de ces dispositifs qui expliquerait leur différence de résultats? Oui, bonjour, merci. Euh, alors, il y a pour moi plusieurs éléments importants à prendre en compte. Là, on est allé dans le design assez rapidement, mais je pense que déjà, le premier point, c'est qu'il y a un élément de contexte qui se pose. Il y a un contexte global de crise pour beaucoup de pays, y compris des pays qui ont des systèmes politiques assez différents. Mais grosso modo, il y a de moins en moins de confiance des citoyens envers leurs institutions et leurs responsables politiques. Et je pense que euh, le jugement rendu récemment contre un ancien président de la République peut nous montrer qu'il y a peut-être des raisons de se poser des questions quant à la probité de certains responsables politiques et puis aussi de se réjouir du fait qu'on a quand même des institutions judiciaires qui fonctionnent. Euh, mais grosso modo, il y a des situations de crise. Et en fait, en règle générale, les innovations démocratiques, quelles qu'elles soient, mais surtout ce qu'on appelle des mini-publics délibératifs, dont les assemblées citoyennes font partie, ça émerge dans des situations de crise assez profondes. Donc quand on compare, moi je fais de la politique comparée, donc quand on compare différents pays, bah, on note que l'apparition de processus en Belgique, c'est avec leur crise, avec une absence de gouvernement pendant une très longue période parce que les partis n'arrivaient pas à se mettre d'accord. L'apparition d'un processus délibératif en Islande, c'est suite à la crise financière qui va faire en sorte que il y a une perte de confiance très forte envers à la fois les institutions publiques, financières et puis politiques. Et puis, bah, pour la France, on se rappelle du mouvement social des Gilets jaunes, de la très forte mobilisation qu'il y a eu. Euh, et puis pour l'Irlande, c'est aussi lié finalement à la crise des subprimes. L'Irlande et l'Islande sont les deux pays qui sont le plus touchés par cette crise. C'est des pays très financiarisés dans leur économie. Et donc, il y a une fenêtre d'opportunité, comme on dit en sciences politiques, qui va s'ouvrir, notamment avec l'arrivée au pouvoir de nouveaux acteurs. Donc, au Canada ou en Irlande, vous avez une nouvelle coalition qui n'était pas auparavant pas au pouvoir, qui arrive au pouvoir. Et dans ces cas-là, il y a une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour proposer des innovations démocratiques. Donc voilà, le premier point pour moi, c'est le contexte et le contexte de crise. Plus la crise est violente et plus la crise est forte, plus il y a de la défiance, plus il y a une opportunité forte pour réformer en profondeur ou faire des innovations ambitieuses. Le deuxième élément, c'est le système politique institutionnel. Quel est le type de système politique dans lequel on est? Donc en France, on est dans un pays très centralisé.
En Suisse, par exemple, c'est un système fédéral, donc c'est assez différent. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et donc, c'est vrai qu'en France, il y a ce rapport assez fort avec l'État central et notamment avec la figure du président de la République, ce qui fait que finalement, c'était en grande partie dépendant du bon vouloir d'Emmanuel Macron de mettre en place des conventions citoyennes. Euh, et ça crée un certain rapport à l'objet convention citoyenne ensuite. Par exemple, une chose qui est intéressante, c'est quand on compare la France et l'Allemagne. En Allemagne, c'est plutôt le Parlement qui, lui, va mettre en place ce qu'ils appellent des Bürgerrat, et pas l'exécutif. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux cas, ce sont des hommes politiques qui mettent en place et des femmes politiques qui mettent en place ces innovations démocratiques. Mais d'un côté, c'est lié au pouvoir exécutif, alors que de l'autre côté, c'est issu directement de l'initiative du pouvoir législatif. Et ça va expliquer un certain nombre de choses. Ça va notamment expliquer quand ensuite ça revient au pouvoir législatif. En Allemagne, bah, c'est finalement eux qui étaient à la commande, alors qu'en France, il y a une réaction de certains parlementaires qui trouvent pas ça très sympathique d'avoir cet objet qu'ils n'ont absolument pas validé. Et puis en Irlande, vous avez un processus un peu hybride où l'exécutif va proposer l'agenda et l'idée d'une assemblée citoyenne, mais ensuite le Parlement doit ratifier ça. Et donc le mandat, officiellement, il vient du Parlement, qui s'appelle les Oireachtas, et l'agenda peut être modifié par le Parlement. Donc un petit exemple là-dessus. La deuxième assemblée officielle, parce qu'il y a eu une assemblée d'abord non officielle en Irlande, la deuxième assemblée officielle, Citizen Assembly 2016-2018, qui va délibérer notamment sur l'avortement, va aussi délibérer sur d'autres thèmes qu'on a un peu oubliés, notamment le changement climatique. Et ce thème-là, c'est pas le gouvernement qui lui a donné, ça fait pas partie du programme initial. Il y avait 4 thèmes prévus par le gouvernement, mais pas le changement climatique. Euh, et c'est le Parlement, par une proposition du groupe écologiste, qui va proposer de rajouter le changement climatique à l'agenda de la Citizen Assembly. Donc voilà, premier élément, contexte de crise. Deuxième élément, dans quel système politique ça marche et avec quelle institution existante ça s'articule. Euh, troisième élément important, quelles sont les idées et les actions d'activistes, de militants. Dans la plupart des cas, va y avoir un impact assez fort et assez déterminant de groupes de militants plutôt assez fortement dotés en ce qu'on va appeler en sociologie le capital symbolique, capital social euh, et en moyens, qui vont pouvoir faire des formes de lobbying citoyen, entre guillemets, auprès des pouvoirs publics. En Irlande, ça va donner Pardon, excuse-moi. En Irlande, ça va donner cette expérience qui est lancée par un groupe notamment de chercheurs en sciences politiques qui vont lancer une première assemblée citoyenne autonome, ce qu'on dit en bottom-up par le bas, pour montrer aux hommes politiques que ça peut être bien organisé, et puis aussi des pressions pour que les partis politiques intègrent la proposition d'avoir une assemblée citoyenne dans leur programme lors de la campagne. En France, il y a eu un processus de négociation qui s'est fait lors de la crise des Gilets jaunes autour d'une convention citoyenne. À l'origine, d'ailleurs, ça ne devait pas nécessairement être une convention citoyenne sur le climat, mais plutôt sur le renouvellement démocratique. Mais ça n'a pas été retenu par l'Élysée, en fait, directement. Et puis en Belgique, de même, on a eu un processus qui a été lancé par un collectif citoyen avec du crowdfunding pour faire pression. Donc voilà, donc le troisième élément, premier élément, contexte de crise, deuxième élément, système politique institutionnel, troisième élément, action des militants. Et puis, quelque chose du coup qui se lie à ça, c'est quand il y a cette crise, quand il y a ce système et quand il y a cette action des militants, quels sont les intérêts et les stratégies des décideurs publics et de ceux qui ont le pouvoir. Comment est-ce que eux, ils vont voir, ils vont envisager ce que peut être une assemblée citoyenne pour eux et pour leur intérêt. Pour Emmanuel Macron, c'est assez clair que dans le cas de la mobilisation des Gilets jaunes, passer par un processus d'abord plutôt participatif, qui est le grand débat national, qui est un processus majoritairement participatif, et ensuite un processus délibératif qui va être la Convention citoyenne pour le climat, c'est une façon pour lui de sortir par le haut et de reprendre la main, alors que l'image qu'il commençait à avoir, c'était l'image d'une personne qui réprime très fortement des mobilisations très populaires et très soutenues, hein. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était quand même un mouvement majoritairement soutenu par la majorité de la population française, avec une revendication, le référendum d'initiative citoyenne, qui elle aussi était dans les 70-80% de soutien auprès de la population française, selon les enquêtes d'opinion qu'on a. C'est compliqué pour Emmanuel Macron de ne pas passer pour un antidémocrate. Et du coup, finalement, le grand débat national, 12 millions d'euros, puis la Convention citoyenne pour le climat, 7 millions d'euros, ça va permettre
de se racheter une valeur démocratique et de pouvoir mettre ça à son crédit. Donc il y a ces éléments-là qui jouent. C'est jamais, faut pas avoir une vision naïve des phénomènes politiques, y compris des innovations démocratiques. C'est jamais juste une sensation de conviction forte pour rénover la démocratie. Voilà, donc ça, c'est les quatre éléments, à mon sens, qui sont importants dans l'analyse et la compréhension de l'émergence des innovations démocratiques, notamment les mini-publics délibératifs, mais on pourrait aussi parler des budgets participatifs et des référendums citoyens. Le deuxième élément important à avoir à l'esprit, et je pense que Marie-Angèle a commencé à mettre le doigt là-dessus, et c'est directement lié, c'est la question du choix du thème, donc de ce qu'on appelle en sciences politiques la mise à l'agenda. Et là-dessus, on note à nouveau que c'est les éléments donc, que j'ai donnés, la crise, le contexte institutionnel, le système institutionnel, les idées et les actions des activistes et les intérêts et les stratégies de ceux qui ont le pouvoir, qui vont expliquer pourquoi est-ce qu'on choisit certains thèmes. De façon très intéressante, en Irlande, leur crise, elle vient très très clairement de leur système financier. Et c'est une crise qui est liée au subprime. À ce jour, il y a eu beaucoup d'assemblées citoyennes en Irlande. Il y en a eu sur la question des drogues, il y en a eu sur la question de gender equality, il y en a eu sur la question de la loss of biodiversity, la biodiversité, etc., etc. Il n'y a pas eu d'assemblée citoyenne qui a débattu, délibéré sur le modèle économique irlandais et sa fragilité par rapport à une autre crise financière. En France, de même, on va avoir une convention citoyenne en ce moment sur les temps de l'enfant, mais avant sur la fin de vie, au moment où il semble que le conflit social principal et le sujet de préoccupation principal, c'est la question des retraites. Mais ça va pas être sélectionné. Donc voilà, donc il y a énormément d'enjeux finalement de pouvoir et de négociation et de rapport de force dans la sélection du thème mis à l'agenda. Et puis le dernier élément, et puis je parle un peu trop longtemps, donc je vais m'arrêter là, mais le dernier élément à avoir à l'esprit, et c'est un peu ce qui a été mentionné aussi, c'est qu'est-ce qu'on demande à une assemblée citoyenne ou à un dispositif délibératif de façon plus large. Et là, il me semble qu'il y a plusieurs niveaux. On peut lui demander de trier des informations, c'est ça qui se passe dans ce qu'on appelle les Citizen Initiative Reviews, qui sont des panels qui arrivent avant un référendum et qui sélectionnent les informations qui sont ensuite envoyées aux électeurs, aux votants. On peut lui demander de juste tester son changement d'avis. Ça, c'est les sondages délibératifs de James Fiskin qui existent depuis les années 90, qui montrent les changements d'avis du panel, qui nous donnent une information sur ce que la délibération donne. On peut aussi penser à certains systèmes de reddition de comptes des élus, où le panel sert à mettre en accountability les décideurs publics. Et puis, il me semble que les assemblées citoyennes, à l'heure actuelle, ça hésite entre trois options possibles, et il y a une confusion assez forte. C'est sélectionner des options qui existent déjà et qui sont mises sur la table par exemple, des associations, des partis politiques, des ONG, etc. Adapter des solutions en combinant, en changeant un peu parmi les propositions qui existent, ou, ce qui me semble un peu plus discutable, inventer de nouvelles solutions auxquelles personne n'aurait pensé. Voilà. Je m'arrête là. Merci Dimitri. À nouveau, là, on a pris pas mal de temps parce qu'il y avait besoin de poser les éléments du débat. Je vous demanderai d'être beaucoup plus bref sur les deux prochaines séquences, sinon on n'aura pas le temps ni de finir, ni de prendre des questions. Et peut-être en lien avec la remarque d'André dans le chat, je pense que Marine, toi, ton point de vue en tant que juriste sur ce que le droit permet ou le droit ne permet pas et qui pourrait être, euh, en tout cas, esquisser le moment où doit se déclencher une convention citoyenne et en fait, ses prérogatives, ce qu'elle peut nous amener à avoir enfin, à donner comme résultat? Oui, alors ce que le droit permet, ce que le droit ne permet pas. Alors merci beaucoup déjà pour la question et pour cette invitation. Je pense qu'il y a un grand paradoxe que je voudrais ici rappeler entre deux dispositions de la Constitution qui montrent un peu qu'on n'a jamais vraiment pris le temps de réfléchir à une manière de concrétiser une vieille idée qui figure dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen à son article 6, qui est celle selon laquelle, bon, vous la connaissez, hein, la loi est l'expression de la volonté générale, elle est le fait, enfin tous les représentants concourent à son élaboration, ainsi que les citoyens, nous dit cet article personnellement. Et en fait, après la Révolution française, ce qu'on peut constater, alors quand on relit les débats à l'époque en 1789, cette petite incise, elle est vraiment pensée, hein, elle n'arrive pas là par accident, elle fait l'objet de discussions justement sur le hiatus qu'on perçoit entre la promotion de l'autonomie de l'individu et la nécessité d'un exercice collectif de cette autonomie dans le cadre d'institutions politiques et la difficulté de penser la concrétisation
de cette autonomie politique de l'individu au-delà des représentants qu'il va se donner à travers l'élection. Et donc, cette phrase, elle est restée un peu en suspens. En tout cas, les institutions démocratiques, on n'a pas tellement réfléchi, c'est vrai, hein, depuis la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à la manière de concrétiser ce petit bout de phrase, si ce n'est par le biais du référendum. Et d'ailleurs, quand on lit la Constitution française, le paradoxe, il arrive à l'article 3. Hein. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Et donc, on voit en fait qu'on a ici borné ou délimité, hein, les conditions dans lesquelles le citoyen représentant, si j'osais un petit peu cette association un petit peu troublante, pourrait prendre part à l'élaboration de décisions, hein, prendre part à l'élaboration de la volonté générale. Et donc c'est vrai qu'on est aujourd'hui, je pense, un peu en train de réfléchir, hein, à reconcrétiser ou à réinterroger ce qu'on a pu penser en 1789, une participation peut-être des citoyens autrement que par la représentation et par l'exercice d'un pouvoir décisionnel via le référendum à l'élaboration de la loi. Et les assemblées de citoyens, elles pourraient faire figure, hein, d'une de ces modalités de concrétisation, me semble-t-il. Voilà, pour faire très court, comme ça on passe à la question suivante, parce que je vois qu'on a beaucoup débordé et qu'il est déjà quasiment 19 heures. Merci Marine, c'est très aidant à tout point de vue. Du coup, oui, je refais passer le message. Hein, là, c'était vraiment important que vous puissiez détailler au maximum cette question-là qui est assez cruciale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas gratuit une convention citoyenne, donc ça ne doit pas s'organiser tous les quatre matins. Donc c'est important de bien définir le contexte, le cadre, et ce qui facilitera son appropriation ensuite, à la fois par les décideurs et par la société. Mais du coup, on a une convention citoyenne qui est donc un cénacle assez restreint et peut-être parfois considéré comme opaque. Comment on peut assurer le lien entre cette convention citoyenne et le débat public qui s'opère, enfin qui va s'opérer? On l'a vu notamment pendant la convention pour le climat, il y avait beaucoup de débats en dehors de la convention. Celle-là était un peu particulière parce qu'elle était très très médiatisée. Les citoyens et les citoyennes étaient connus, enfin, c'était un peu inédit et on espère que ça restera un exemple d'erreur à ne pas commettre. Mais comment, malgré tout, connecter ce genre de dispositif avec le monde extérieur, les élus, les organisations de la société civile, les médias, les citoyennes et citoyens non tirés au sort? Dimitri, alors, de façon plutôt brève, si possible. De façon plus trop vraie. Oui, euh, c'est un vrai problème à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de bons systèmes d'interaction entre le participatif et le délibératif. Il y a quand même des expériences intéressantes qui, de façon troublante, ont été un peu oubliées. C'est-à-dire qu'au début, donc là, pour répondre à une question qui a été posée aussi, donc la première assemblée citoyenne, c'est celle de British Columbia, de Colombie-Britannique au Canada, au début des années 2000. Les premiers mini-publics délibératifs, c'est dans les années 70. Voilà, il y a plus... Les mini-publics délibératifs, c'est la famille et l'Assemblée citoyenne, c'est un des membres de la famille, pour le dire simplement. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au début, les assemblées citoyennes de British Columbia, mais aussi d'ailleurs la première assemblée citoyenne officielle étatique en Irlande, la Convention of the Constitution, il y a des processus participatifs avec. C'est-à-dire, donc le délibératif, c'est ma définition. Un dispositif délibératif, c'est quelque chose de fermé, et un dispositif participatif, c'est un dispositif ouvert où vienne qui veut, et donc il y a de l'autosélection. Eh bien, donc dans les premières phases de ces assemblées citoyennes, il y avait des moments d'échange, des meetings ouverts avec les citoyens, dans un certain nombre, une cinquantaine, il me semble, au Canada, et puis il y en a eu une quinzaine à peu près en Irlande. Donc le panel pouvait donc échanger directement avec des citoyens qui s'autosélectionnaient, mais qui venaient et qui étaient intéressés pour discuter avec eux. Il y a de plus en plus une pratique qui est un peu tarte à la crème, qui est faite partout, c'est-à-dire il y a un site où les gens peuvent mettre leur contribution. Ça, c'était le cas en Irlande, c'était le cas avec la CCC, c'est le cas dans la plupart des dispositifs maintenant. La grosse question, c'est qu'est-ce qu'on fait des contributions des gens qui ont pris la peine et le temps de mettre leurs contributions en ligne. En règle générale, pas grand-chose. C'est-à-dire que pour la CCC, vous avez quelques minutes à peine qui sont passées par une des citoyennes qui a un peu passé en revue ça de façon pas très systémique. Et puis pour l'Irlande, ils avaient pris de façon aléatoire certaines des propositions qu'ils avaient imprimées, ils avaient mis ça dans un espèce de livret, ils avaient donné ça aux citoyens qui avaient ou pas à le lire d'ailleurs. Et donc pour l'instant, c'est vrai que c'est un point d'interrogation qui se pose vraiment. Euh,
Je pense que, à mon avis, l'intelligence artificielle pourrait potentiellement aider à faire des synthèses de centaines ou de milliers de contributions de façon un peu plus digeste et permettre aux citoyens, avec une chatbot, d'ensuite enfin, avoir un rapport plus interactif avec ça plutôt qu'avoir un gros rapport à lire. Un autre élément très important, et après je m'arrête, promis, c'est la question des auditions et la question de la sélection des sélectionneurs et une fois que les sélectionneurs ont été sélectionnés, de la sélection que les sélectionneurs vont faire. Je m'explique, c'est-à-dire que une convention citoyenne, ça marche pas tout seul. Il faut un comité de pilotage ou de gouvernance, selon comment on l'appelle, et il faut ensuite des comités d'experts qui vont sélectionner. Moi, j'ai un problème d'ailleurs avec le modèle français hein, parce que les deux sont mélangés. Je trouve que c'est très très problématique. Dans la plupart des autres mini-publics, il y a une séparation très stricte que je préconise personnellement dans mes recherches entre d'un côté ceux qui organisent les procédures et de l'autre ceux qui sélectionnent le contenu enfin, les experts qui vont s'exprimer sur le contenu des délibérations. Pour moi, c'est pas du tout le même set de compétences. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on sélectionne les personnes, les intervenants, les experts ou les parties prenantes, les ONG, les partis politiques, les représentants d'intérêt qui vont être auditionnés par le panel citoyen, et comment est-ce qu'on s'assure d'une forme d'impartialité et de débat non biaisé. Et il y a beaucoup à dire là-dessus. C'est quelque chose de très compliqué. Je pense qu'on ne sait pas encore très très bien le faire et qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire sur justement l'institutionnalisation de règles précises sur comment on sélectionne, comment on s'assure qu'il y a une forme de pluralisme qui est respectée, comment est-ce qu'on s'assure qu'il y a une forme de contradictoire qui est respectée, comment est-ce qu'on est transparent sur les différentes positions et les différents rôles de ceux qui sont invités, comment est-ce qu'on justifie les gens, pourquoi est-ce qu'on n'a pas invité tel groupe, etc., etc. Voilà. Ça me semble être deux éléments très importants. Merci Dimitri. Marine, toi qui as en plus l'expérience d'être garante auprès de la CNDP, la Commission nationale du débat public, est-ce que tu vois une différence significative à maintenir entre ces deux types de dispositifs, et notamment parce que les débats publics organisés par la CNDP font souvent appel à des cahiers d'acteurs, donc c'est des contributions externes aux Oui. acteurs internes de la Commission. Ben, il y a un enjeu juridique en réalité à maintenir la différence, puisque la Commission nationale du débat public, elle assure la mise en œuvre du droit de participer à l'élaboration des décisions qui ont une incidence sur l'environnement. Et ce droit, c'est un droit qui est ouvert à toute personne. Et la question qui se pose, c'est celle de savoir si une forme délibérative, un schéma délibératif qui ne permet pas à tout le monde de venir participer, serait compatible avec cette exigence telle qu'elle est définie par la Constitution, mais aussi par un ensemble d'instruments internationaux que la France a ratifiés. Déjà, c'est un premier élément de réponse. Après, pour continuer par rapport à ce qui a déjà été dit, effectivement, il me semble que le minimum que l'on pourrait attendre pour assurer l'infusion pendant le temps de la convention auprès du grand public, c'est une forme de transparence du dispositif qui serait un moyen de le prémunir aussi contre des dérives pour les participants et participantes du dispositif et de susciter aussi pour les autres, pour les tiers, en fait, la confiance. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant de regarder ce qui a été fait déjà en matière de participation spontanée à l'initiative des autorités administratives. Alors, c'est une disposition que le législateur a introduite dans le Code des relations du public à l'administration. Et le minimum de transparence qui est attendu dans ce cadre, c'est quoi? Rendre publiques les modalités de la procédure, mettre à la disposition des personnes concernées des informations utiles. Et on peut imaginer que les informations, elles soient mises à la disposition non seulement des conventionnels, mais aussi de tout un chacun. Rendre public le délai et donner un délai raisonnable au dispositif, et ensuite rendre public les suites qui sont données en fait au dispositif. Ça, à mon avis, c'est cette forme-là de transparence et de publicisation, on va dire, des travaux et des modalités d'organisation des travaux, ça m'apparaît être effectivement comme le minimum syndical qu'il faudrait envisager. Et là, je rejoins complètement Dimitri Courant sur la nécessité de l'impartialité et de mettre en place des dispositifs, des garde-fous pour assurer l'impartialité. C'est un véritable enjeu, ce qui va différencier énormément les mini-publics d'autres assemblées qu'on connaît bien, qui sont les assemblées parlementaires, c'est que leur capacité d'auto-organisation, elle est inexistante quasiment, parce que les assemblées parlementaires, elles peuvent créer leur propre règlement de procédure, en fait. Elles créent le règlement de l'Assemblée nationale, le règlement du Sénat, et on sait déjà combien, sous la Constitution de la Ve République, on a cherché à brider l'autonomie d'organisation de ces assemblées. Pour les assemblées de citoyens, il y a un vrai enjeu de ce point de vue-là, puisque leurs modalités d'organisation, au sens très pratique, ce ne sont souvent pas elles qui les organisent, et donc tous les gages d'impartialité qu'on va
va pouvoir donner au pilotage, au choix de l'expertise, aux modalités du tirage au sort, toutes ces choses-là qui rendent possible ces dispositifs, de mon point de vue, ça paraît être très, 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 très important pour assurer aussi l'adhésion du grand public et l'intérêt aussi du grand public, le fait qu'on prenne au sérieux ces dispositifs quand ils se tiennent. Voilà. Merci Marine. Marie-Angèle, donc toi, t'as beaucoup travaillé dès 2007 sur ces questions de convention citoyenne, notamment avec Sciences citoyennes, et avec un certain nombre de principes qu'on a essayé de définir pour garantir voilà, cette impartialité, cette transparence, mais du coup, on s'est demandé si on n'avait pas créé une boîte noire qui rendait ça trop distant de la décision publique et du reste de la société. Comment on peut faire en sorte que justement ça n'ait pas cet effet boîte noire? Ton micro est coupé. En fait, ça me paraît très difficile. La solution qu'on a adoptée récemment avec les propositions de loi, c'est de faire pour le Parlement une obligation légale de transcrire de manière plus ou moins fidèle ce qui aurait été décidé par la Convention de citoyens. Alors, moi, je suis... alors, euh, Dominique Rousseau est extrêmement favorable à ça, plus que favorable. Pour lui, c'est quasiment impératif. Moi, je suis beaucoup plus réservée à cet égard. D'une part, sur le plan institutionnel, je trouve ça compliqué par rapport à la Constitution. Alors, on la change, hein, évidemment. Et d'autre part, il y a déjà beaucoup de réserves des parlementaires. Si on leur met une obligation, ça va devenir compliqué. Et j'ai beaucoup aimé ce que disait Mathilde. Un modèle que je trouve intéressant, c'est réponse argumentée sur la faisabilité des propositions. Parce que on voit bien quand même qu'avec le zéro artificialisation nette, par exemple, bah, si on avait cherché des réponses argumentées, on ne serait pas en train de démanteler tout le système. Alors après, tant qu'il n'y a pas d'obligation légale, ça dépend beaucoup de l'organisateur, du commanditaire. Est-ce qu'il a envie de se saisir de la recommandation ou est-ce qu'il aura simplement fait ça parce qu'il fallait passer le temps, quoi. Alors, moi, je vais donner un exemple faire, et constater que la presse ne joue pas son rôle, particulièrement à la télévision. Euh, je crois n'avoir jamais vu, sauf pile poil après la Convention climat, euh, les chaînes continuent. Les rares fois où elles parlent du changement climatique, je les vois quand même, je les ai jamais vues inviter un citoyen. Donc ça, il faudrait que ça devienne une sorte d'habitude. On invite un expert, on invite un citoyen qui a participé. Donc ça, c'est une déception. Et je vais donner un exemple de ce qu'on avait fait en 2002 lorsqu'on avait eu la Convention climat qu'on avait organisé nous-mêmes, ce qui fait que ça n'a intéressé personne. Et il faudrait vraiment la relire maintenant parce que je pense que ça fait de la peine. Il y a eu juste après le sommet de Johannesburg. Et Jacques Testard et moi, on avait été invités par le ministère de l'Environnement à venir présenter nos travaux sur les générations futures, machin, à Johannesburg et on a refusé et envoyé la citoyenne qui avait été celle qui avait été la plus animatrice, disons, dans le processus et qui avait lu la recommandation et elle est allée à Johannesburg à notre place. Donc, vous voyez, il y a des systèmes qui peuvent être très différents. Merci Marie-Angèle. Est-ce que toi, Mathilde, tu as vu justement des exemples de bonnes pratiques en termes de connexion avec la société sans que ce soit de l'invasion ou un regard complètement stressant pour les citoyens de se retrouver complètement, enfin observer du début à la fin dans leurs travaux? Oui, c'est un enjeu majeur d'éviter que l'Assemblée citoyenne
fonctionne en vase clos, à la fois pour garantir une confiance en le processus et aussi pour essayer de peser davantage dans les discussions politiques qui, in fine, sur leurs propositions. Je vais juste rajouter, avant de venir à ce sujet, un point sur l'impartialité de l'expertise. C'est effectivement un sujet qui a fait moult débats en France lors de la Convention citoyenne pour le climat, parce que ce n'était pas forcément idéal, ce qui avait été mis en place. Ce qu'on remarque dans notre analyse comparative, c'est que finalement, le modèle qui a l'air d'être le mieux rodé est celui où il y a clairement au sein de la gouvernance de l'Assemblée citoyenne deux entités, deux organes, un responsable pour la première identification des experts, des rapports qui peuvent être soumis à l'Assemblée, et un panel qui est là pour assurer une revue par les pairs, qui est là pour garantir la qualité des données qui vont être transmises et l'équilibre entre les experts qui peuvent être invités. Donc ces panels, c'est souvent des universitaires de différentes disciplines qui sont rassemblés, différents membres de la société civile. L'idée, c'est d'avoir des panels assez représentatifs qui puissent être légitimés par leur expertise et leur indépendance. Donc on a vu ce modèle-là pour l'Assemblée citoyenne sur le climat au Royaume-Uni, même modèle en Écosse, au Canada, dans l'État de Washington. Enfin, on a l'impression que ça s'essaime en fait, le fait d'avoir comme ça cette revue impartiale de tout apport à l'Assemblée pour ne pas susciter la critique. Pour revenir sur le lien avec le grand public, c'est effectivement extrêmement compliqué d'organiser une consultation en ligne parce qu'on se retrouve avec des milliers de contributions et qu'on n'a ni le budget ni le temps pour pouvoir les traiter. Et effectivement, la solution auquel faisait référence Dimitri, la solution irlandaise de tirer au sort les propositions qu'on va regarder n'est pas très satisfaisante. Au final, nous, dans notre rapport, on a déconseillé de faire ça, à moins d'avoir des moyens, enfin, des moyens budgétaires significatifs et une équipe qui travaille avec l'IA. En tout cas, il faut avoir une solution digitale assez élaborée pour pouvoir faire face aux réponses. Ce qui semble assez bien fonctionner, c'est l'organisation de débats, de réunions au niveau alors quand c'est une assemblée citoyenne nationale, au niveau des villes, au niveau local. On a une assemblée mondiale sur le climat qui a été mise en place lors de la COP26. Eux, ils ont organisé des dialogues dans différents pays. L'idée, c'est de faire un lien entre le processus délibératif et des espaces de conversation avec le plus grand public pour expliquer les mesures qui sont en train d'être analysées, pour éventuellement faire remonter des questions, des préoccupations, des suggestions. Ça avait été testé en British Columbia, justement. Dimitri évoquait cette expérience pionnière. Ça a été fait dans une toute petite mesure en France lors de la CCC, mais à plus grande échelle dans d'autres pays et ça a l'air de fonctionner assez bien. Après, forcément, on peut toucher qu'une toute petite partie de la population et donc c'est là où le rôle des médias intervient. Et c'est ce que disait Marie-Angèle. Les médias, enfin la couverture médiatique et des assemblées citoyennes dans les différents cas qu'on a étudiés reste très faible. Et au final, c'est la couverture médiatique de la CCC qui a été plus importante. Alors, c'est pour vous dire. Et dans tous les contextes, les journalistes se focalisent sur les mesures les plus controversées, limiter la vitesse sur les routes à 80 km/h, enfin, etc. On retient deux, trois mesures qui font un peu débat et c'est tout, et ce qui est fort dommage. Alors, pour pallier ce problème, il y a un certain nombre d'organisateurs qui ont développé dès le début une stratégie de communication béton, avec des plateformes d'ONG, d'organisations, plus d'experts, qui vont se faire le relais par leurs propres canaux de communication des propositions. Je fais référence pour être un peu plus concrète dans mon propos, à ce qu'a mis en place les organisateurs de l'Assemblée citoyenne sur le climat allemande. Ces organisateurs viennent de la société civile. Ils n'avaient pas de lien direct avec la chancellerie, puisqu'on était juste avant les élections nationales en Allemagne. Donc il fallait bien qu'ils puissent peser dans le débat.
C'était une assemblée proposée par la société civile et qui n'était pas convoquée par l'exécutif. Et donc, ils ont mis en place tout un réseau de grands ambassadeurs, dont l'ancien président allemand, Monsieur Köhler. Ils ont identifié des influenceurs sur les réseaux sociaux qui pouvaient parler des propositions citoyennes. Ils ont, comme on avait fait en France, interviewé les membres de l'Assemblée climat pour incarner un peu plus le débat. Et ça fonctionne assez bien. Ils ont également organisé des séances officielle de remise du rapport à un certain nombre d'hommes et de femmes politiques. Donc, en l'occurrence, les chefs de tous les partis allemands ont reçu le rapport en main propre avec une séance photo qui était largement diffusée. Alors maintenant, je vais vous dire que ça n'a pas forcément eu énormément d'effet sur l'intégration des propositions dans l'accord de coalition, parce que c'était voilà, une autre tendance politique et que c'est très compliqué en fait de pas avoir de lien initial avec l'exécutif ou le Parlement. Mais les propositions ont pu être débattues de manière un peu plus approfondie, en tout cas dans l'écosystème qui s'intéresse à ces questions-là, et il y a eu des couvertures médiatiques intéressantes de certains sujets. Voilà, donc ma conclusion là-dessus, c'est qu'on ne peut pas faire confiance, on va dire, à la sphère médiatique pour que organiquement les choses se passent d'elles-mêmes. Il faut prévoir en amont une communication, une stratégie très solide qui implique différents leviers. Merci Mathilde. Donc, on en vient à la dernière séquence de ce webinaire on a fait l'avant, on a fait le pendant. Maintenant, les citoyens et les citoyennes ont discuté, ont délibéré, ont proposé des recommandations. Qu'est-ce qui se passe maintenant? En gros, quels sont les impacts à attendre de ce type de dispositif? Marine, que dit le droit et qu'est-ce qu'il faudrait changer pour que ça se passe différemment, mieux? Alors, ce que dit le droit, c'est que le résultat ne peut être que consultatif. Dans le cadre, en tout cas actuel, hein, du cadre juridique issu de la Constitution de la Ve République, tel que mis en œuvre par la loi, les assemblées de citoyens et citoyennes ne peuvent émettre que des avis, ce qu'on considérait comme des avis qui ne sont pas liants, c'est-à-dire que le commanditaire n'est pas tenu de suivre l'avis qui aurait été émis par l'Assemblée de citoyens et citoyennes. Et ça, on peut le décliner c'est le cas pour tous les différentes formes d'organisation du pouvoir, qu'il s'agisse du gouvernement, du Parlement ou des collectivités territoriales. On peut quand même introduire quelques petites nuances qui me paraissent utiles de rappeler, parce que s'agissant du gouvernement, par exemple, les modalités d'organisation de son travail sont très très peu encadrées par la Constitution. En réalité, il existe une forme de droit gouvernemental, mais c'est principalement un principe d'auto-limitation que le gouvernement s'est lui-même imposé pour pouvoir organiser les conditions de son travail. Et donc, dans cette hypothèse-là, il y a certaines obligations qui passent sur lui, la réunion du Conseil des ministres, par exemple, lorsqu'on élabore un certain projet de décret ou les projets de loi, voilà, des consultations obligatoires du fait de la Constitution, mais sinon, le travail gouvernemental, lui, il est finalement assez libre, et c'est d'ailleurs ce qu'a illustré la Convention citoyenne pour le climat. Le Premier ministre peut un jour décider de réunir une assemblée de citoyens-citoyennes pour l'accompagner dans l'élaboration d'une politique publique. Donc, le gouvernement pourrait, en tout cas, essayer d'inscrire, de modifier son mode de travail habituel, les habitudes qu'il a constituées, tout à fait possiblement, en associant ces assemblées de citoyennes au cœur de son travail. S'agissant du Parlement, pour une autre institution, alors là, ce seraient les règlements des assemblées qui pourraient essayer d'associer, imaginons, dans leur travail, des citoyens et des citoyennes tirés au sort. Alors là, pour les conditions de travail des assemblées parlementaires, c'est ce que je rappelais tout à l'heure, elles sont quand même bien encérées par la Constitution. Il y a un contrôle systématique d'ailleurs du Conseil constitutionnel de ces règlements. Et ces assemblées où les citoyens tirés au sort qui participeraient aux travaux du Parlement ne pourraient jamais être appelés à exercer la souveraineté et donc à être conduits à adopter, là aussi, à sortir de ce cadre purement consultatif. Et pour les autres personnes morales de droit public territorialisées, donc les collectivités territoriales, communes, départements, régions, voire leurs établissements publics, là aussi, on a eu énormément d'expérimentations qui ont été menées par de très nombreuses villes en France et qui se sont parfois un petit peu cassées les dents sur le
le Code général des collectivités territoriales qui, là encore, rappelle l'impossibilité pour les conseils municipaux, départementaux ou régionaux de déléguer l'exercice de leur pouvoir à une assemblée de citoyens et citoyennes. Alors, certaines communes ont quand même, notamment la ville de Poitiers, a été et celle de Grenoble aussi d'ailleurs, ont essayé d'aller un peu pousser au bout ce que permettait le Code général des collectivités territoriales pour essayer quand même de donner des suites en fait aux avis ou recommandations qui émanaient des assemblées de citoyens et citoyennes qu'ils avaient réunies. Alors avec plus ou moins de succès, parfois les préfets ont laissé passer, d'autres non. Donc voilà, donc il y a quand même une forme de demande, on pourrait dire, qui a été exprimée sur le territoire de faire évoluer parfois ce cadre très circonscrit. Mais bon, la vraie question, c'est donc celle-là. C'est est-ce qu'on veut donner un pouvoir de décision? Le droit, vous savez, il est assez binaire. C'est soit on décide, soit on décide pas. Et d'ailleurs, les juristes s'intéressent très peu à ces dispositifs parce qu'ils s'intéressent au pouvoir et donc à ceux qui décident. Donc la question, le droit l'envisage toujours de cette façon assez binaire. Le modèle qu'on a qui est intermédiaire, c'est le modèle qu'on trouve en matière de participation citoyenne en matière environnementale, puisque dans ce modèle-là, le droit de l'Union européenne et de la Convention d'Aarhus, le droit international public, impose une obligation qui est dite de prise en considération des avis, opinions émises par les personnes participantes par la personne, maître d'ouvrage ou autorité qui va prendre la décision publique à la suite de la participation. Alors, cette notion de prise en considération, qu'est-ce que ça veut dire pour un juriste? Sincèrement, ça a été complètement neutralisé par tout le monde. On aurait pu l'interpréter comme une obligation de justification, et c'est un peu ce qui a été dit tout à l'heure aussi, c'est-à-dire qu'à minima, on exige de celui qui suscite ou qui est tenu d'organiser ce type de dispositif, d'exprimer les raisons de son choix par rapport à celles qui ont été exprimées à l'occasion du dispositif. Mais ce n'est pas du tout le sens que lui donne actuellement le droit, voilà, qui impose ce formalisme, mais sans contraindre d'aucune manière, malheureusement, de mon point de vue, vous l'aurez compris, le choix de l'autorité. Donc, il faudrait quand même changer beaucoup de choses et ça supposerait sans doute, si on voulait donner des pouvoirs de décision de différentes natures, ça pourrait être de l'initiative législative, on peut imaginer tout un tas de configurations, il faudrait réviser la Constitution en fait. Voilà. Merci Marine. Bah, c'est ce qu'on se propose de faire et qu'on vous présentera donc, lors du colloque du 17 octobre qu'on a programmé dans ce but. Alors ça, c'est en France, mais du coup, Mathilde, tu nous as parlé d'un exemple un peu en filigrane à Gdansk, en Pologne, où cette fois-ci, finalement, les recommandations ou les décisions, enfin, les recommandations ne font pas nécessairement décision, mais il y a un lien beaucoup plus net entre les recommandations qui sont issues de ce type de dispositif et finalement ce qui est décidé. Tout à fait, c'est une particularité polonaise. Le maire de Gdansk en 2016 a lancé cette vague de maires qui s'engagent à adopter toutes les propositions qui sont consensuelles. Et après lui, les maires de Varsovie, Wrocław ont empiété le pas. Je sais plus parler français. En tout cas, ont suivi la dynamique. Et c'est vrai que, comme le disait Marine, d'un regard français, ça nous semble incroyable. Alors, il faut quand même préciser que ces assemblées en Pologne, elles étaient organisées au niveau local, voire très local, dans des villes taille moyenne, sur des sujets très précis. À Gdansk, il s'agissait d'identifier des solutions pour renforcer la résilience de la ville aux inondations, puisqu'en 2015, il y a eu d'énormes dégâts liés à des intempéries et qui a beaucoup affecté à la fois l'habitat, les infrastructures, il y a eu des pertes humaines, donc ça a beaucoup marqué la ville et le maire, comme réponse aux préoccupations citoyennes, a convié un panel pour étudier différentes options. Et ces options ont été étayées par des rencontres avec des grands témoins, des experts. Donc c'était un processus assez solide. Et effectivement, elles ont été soumises comme telles au conseil municipal et le maire s'était engagé à les adopter. Elles ont été adoptées. À Wrocław, le débat était aussi assez circoncis sur des modes de durabilité doux
et plus durable, avec des questions très précises. Et on voit d'une manière générale que, ça on aurait pu le dire lors du premier round de questions, quand le débat est assez centré sur un sujet sectoriel, thématique, l'Assemblée citoyenne a plus le temps d'approfondir les sujets. Les assemblées nationales et parfois les assemblées locales ont un peu péché par des questions qui étaient beaucoup trop vastes pour une assemblée de citoyens et donc ça conduit à des recommandations qui sont peut-être un peu trop générales, qui sont pas formulées pour faire le lien avec les préoccupations des décideurs. À l'exception encore une fois de la CCC, puisque pour le coup c'était rédigé vraiment dans un langage législatif. Voilà, mais c'est un cas en Pologne qui est assez isolé et qui pose question, puisqu'effectivement, dans ce cas de figure, l'Assemblée délibérative certes, est un échantillon représentatif de la population, mais n'est pas élu, se substitue aux élus. Et on sait les biais qui peuvent s'introduire même quand on utilise le tirage au sort, dans la constitution d'un panel délibératif, puisque la plupart des gens qui répondent sont plutôt intéressés par le sujet et ont généralement un niveau éducatif en moyenne plus élevé que l'ensemble de la population. Donc voilà, notre rapport, il n'encourage pas forcément à répliquer exactement ce qu'ont fait les Polonais, mais en tout cas, ça montre une voie qui peut être assez stimulante en France, puisqu'on en est très loin. On est vraiment à l'opposé. Effectivement. Merci Mathilde. Marie-Angèle, donc toi, tu nous l'as dit, hein, tu es plutôt hostile à une transcription directe des travaux des conventions citoyennes dans la loi ou dans les décrets. Est-ce que tu as un exemple justement de résultat de ce type de dispositif qui aurait pris le temps d'infuser dans la société, qui finalement aurait eu un impact, peut-être avec un effet retard, mais qui te permet de justifier pourquoi justement tu serais plutôt à t'opposer à une transcription directe de ces travaux? Bon, vous savez que moi, je ne suis pas une spécialiste théoricienne de cette question. Je suis praticienne avec quelques expériences. Donc, j'ai des avis qui sont un peu décalés. Dans les expériences que j'ai vécues, les OGM s'étaient organisés dans le cadre du Parlement, les parlementaires ayant refusé de venir aux recommandations, mais c'était dans le cadre du Parlement. Et il a fallu attendre à peu près 3 ans pour que 80% des recommandations soient inscrites, généralement par le biais du droit européen d'ailleurs, mais aussi par le biais du droit français. Et finalement, les recommandations qui n'ont pas été suivies, celles sur la responsabilité en cas de flux de gènes contaminants, bah, c'est ce qui a fait que finalement, il n'y a pas eu d'OGM. Donc, pour moi, il faut se donner du temps pour savoir ce qui va être retenu d'une conférence de citoyens ou ce qui ne va pas être retenu. Pour les antennes relais, c'était la municipalité de Paris, c'est beaucoup plus simple parce que c'est une question simple à un moment donné. Et finalement, la maire a fait ce les citoyens lui ont dit de faire, ou à peu près, mais ça avait une portée limitée. C'était uniquement la ville de Paris, uniquement les antennes relais dans tel cadre, etc. Les déchets nucléaires, pour moi le plus intéressant parce que l'ANDRA a retenu une recommandation majeure euh, des citoyens qui était de faire un pilote industriel avant de se lancer dans le grand trou définitif. Et ça a été repris par le conseil d'administration de l'ANDRA et ça a été repris par la loi et ça a été considéré par le Conseil constitutionnel comme étant le respect des générations futures que d'avoir pris cette précaution d'un pilote industriel qui permet de voir comment ça fonctionne. Et alors, l'échec total, c'était ce qu'on a fait en 2002 sur le changement climatique, où quand je relis la recommandation, je la trouve assez géniale et où elle n'a eu absolument aucun impact.
Rien du tout. Alors, je vous signale qu'il y a une décision de justice. Il faut que je vous la retrouve et que je vous l'envoie. Il y a une décision de justice dans la région de Strasbourg euh, parce qu'il y a des opposants aux recommandations d'une conférence de citoyens qui ont saisi la justice pour dire que qu'ils n'avaient pas le droit de faire ça. Enfin, j'ai un peu oublié maintenant, mais je vous enverrai la décision, je l'ai. Je crois me rappeler que c'est un argument budgétaire. Enfin, ils avaient trouvé le levier budgétaire pour contester l'usage des fonds publics pour l'organisation de ce type de dispositif. Oui, mais disons que ça, c'est la porte d'entrée Ouais. juridique, mais en fait, ils étaient contre. Oui, Voilà. bien sûr. Mais voilà. Donc, il y a besoin d'un encadrement de toute façon Voilà. du dispositif. Euh, Dimitri, donc je spoil un peu, tu es un des signataires d'une tribune qui va paraître demain dans les Échos, qui demande l'institutionnalisation des conventions citoyennes. Pourquoi donc? Oui, bah, c'est-à-dire que j'avais aussi fait un papier qui défendait le fait qu'on devait sortir de l'expérimentation pour entrer dans l'institutionnalisation. Le problème du vocabulaire autour de l'expérimentation et de l'innovation, c'est que du coup, il n'y a pas de possibilité d'avoir des règles claires auxquelles on peut se référer de façon claire et qui permettent d'avoir un horizon d'attente à peu près établi. Et donc, du coup, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme dirait l'autre. Non, c'est la porte ouverte aux manipulations, au fait que ce soit opportuniste, au fait que ah bah là, on va l'organiser comme ça sur tel sujet. Là, il y aura un impact, là, il n'y aura pas d'impact. Là, il y aura un référendum, là, il n'y aura pas de référendum. C'est très problématique. Et un exemple tout bête qu'on prend simplement, c'est si demain ou prochainement les systèmes d'élection changeaient totalement du jour au lendemain. Alors, il y a certaines élections, ce sera pour la même élection, je veux dire, à la proportionnelle, d'autres scrutins uninominal à un tour, et puis des fois tu peux voter, des fois tu peux pas voter, des fois c'est électronique, des fois c'est en personne. Les gens n'auraient plus aucune confiance envers leur système électif. Euh, et donc c'est bien d'expérimenter, puis au bout d'un moment, il faut faire le bilan de ce qui marche et de ce qui marche pas, et quand on a un corps évidentiaire assez large avec beaucoup de cas qu'on peut comparer au bout d'un moment, on sait ce qui marche et ce qui marche pas. Et donc voilà, moi je pense que l'institutionnalisation, c'est absolument nécessaire. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, c'est en ce moment, moi j'observe la Convention sur les droits de l'enfant, et puis j'ai observé la Convention climat avant, puis en Irlande c'était pareil. À chaque fois, les citoyens, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Assemblée citoyenne, se demandent à quoi ça va servir, à quoi ça va, est-ce que ça va être pris en compte, est-ce que ça va déboucher. Et il y a énormément de temps, d'énergie et de débat qui est dépensé pour discuter de ça. Là, récemment, la Convention temps de l'enfant, il y a eu un certain nombre de temps qui a été, où les citoyens voilà, voulaient parler de est-ce qu'on aura un impact, est-ce qu'on n'en aura pas. Euh, Moi, je pense qu'en termes d'impact, il y a trois possibilités logiques qui peuvent s'hybrider un peu. Mais l'un, c'est le retour aux commanditaires, qu'ils soient parlementaires ou exécutifs ou les deux. Euh, L'avantage de cette solution, c'est qu'elle ne change pas grand-chose au système, et donc elle est facile à mettre en œuvre. L'inconvénient de cette solution, c'est qu'elle ne change pas grand-chose au système, et donc potentiellement, en fonction du diagnostic qu'on pose quant aux problèmes que nos systèmes politiques ont à l'heure actuelle, ça va être suffisant ou ça va être insuffisant. C'est-à-dire que si vous estimez qu'à l'heure actuelle, les institutions représentatives, électives, font suffisamment bien leur travail pour assurer la survie de l'humanité et la réduction des inégalités sociales et l'avancement d'un certain progrès et du bien-être de sa population, à ce moment-là, il n'y a pas besoin de changer grand-chose. C'est peut-être même d'ailleurs pas très utile de dépenser 12 millions d'euros dans un grand débat national ou 7 millions d'euros dans une convention climat. Mais bon, éventuellement, on peut améliorer des choses un peu à la marge. Si jamais on a un diagnostic un peu plus anxieux quant à la capacité de ces institutions, qui sont quand même assez vieilles, hein, à résoudre les problèmes du 21e siècle, à ce moment-là, potentiellement, faut pas juste leur redonner le rapport et se contenter d'une justification, parce qu'ils peuvent justifier d'une certaine façon ou d'une autre. Et là, à nouveau, là, vous vous retrouvez avec deux possibilités logiques. La première qui est proposée par certaines personnes, c'est effectivement l'application directe des recommandations en politique publique effective. Moi, je suis à nouveau, là, je vous donne mon avis, je ne suis pas favorable à cette approche parce que, à mon sens, c'est une approche aristocratique au sens propre du terme. Ça veut dire qu'on va déléguer à un petit groupe de gens qu'on estime être meilleurs que nous le fait de diriger nos vies. Je suis, je suis assez peu favorable à ça et je pense qu'à nouveau, si on parle en termes de diagnostic, ça répond pas à la crise de confiance et au sentiment
qu'ont la plupart des citoyens de ne pas être écoutés, de ne pas être considérés. Je ne pense pas qu'en leur disant oui, mais ces personnes-là ont été tirées au sort, ou oui, mais peut-être qu'un jour vous serez tiré au sort, ça va suffire. Donc il reste logiquement une possibilité à laquelle moi je suis sensible, mais bon, j'ai fait mon doctorat en Suisse, hein, qui est la possibilité du référendum. Et la possibilité du référendum de ratification des propositions d'une assemblée citoyenne, c'est le modèle original de l'assemblée citoyenne, puisque c'est ça en Colombie-Britannique, c'est ça en Ontario, et puis c'est le modèle irlandais pour la ratification de la réforme sur l'avortement et du mariage homosexuel. Euh, et pour moi, l'avantage de ce modèle-là, c'est que vous transformez pas le rapport à la citoyenneté, le rapport à la politique de 150 personnes, c'est déjà pas mal, mais vous transformez le rapport à la citoyenneté et à la politique de l'ensemble de votre population. Et donc là, par contre, le problème et l'enjeu, c'est comment est-ce que vous arrivez à passer d'une délibération en petits groupes à une délibération à l'échelle de masse. C'est un vrai problème et du coup, ça pose les questions qu'on a déjà évoquées avant, mais de transparence, de médiatisation, et aussi d'adaptation du système médiatique au fait de ne pas couvrir des luttes politiciennes, mais des luttes entre arguments et sans personnalité marquante nécessairement. Mais en tout cas, quand on regarde les cas, à mon sens, les plus marquants récemment, la dimension de délibération collective, elle a eu lieu et c'est comme ça qu'on transforme une société. Merci Dimitri. Il y a au moins un truc exemplaire, c'est que dans la manière de délibérer des personnes qui sont tirées au sort, on voit quand même un modèle que les parlementaires pourraient s'appliquer. On a un certain nombre de questions qui sont arrivées dans le chat. Alexandre, je te laisse nous dire celles qui n'ont pas obtenu de réponse, parce qu'il y en a certaines où les réponses ont été rédigées dans la foulée, peut-être certaines qui sont encore orphelines, et on gardera les 5 dernières minutes pour que je puisse vous rappeler la suite de cette séquence de cycles sur les conventions citoyennes. Bonsoir, ouais, merci Glenn, merci aussi pour les interventions qui sont de grande qualité, c'est très intéressant. Il y a eu plusieurs questions, effectivement, la plupart ont obtenu des réponses de la part de Dimitri, mais peut-être que certaines mériteraient d'être un peu plus développées. J'en ai retenu une, par exemple, qui s'intéressait aux modalités de tirage au sort pour la Convention citoyenne pour le climat. Alors, j'ai vu que Dimitri avait partagé quelques articles sur le sujet, mais peut-être que Mathilde pourrait apporter une réponse aussi pour développer sur la question et peut-être aussi en profiter pour comparer au niveau international s'il y a des différences qui sont vraiment marquées à ce niveau-là. Sur les modalités techniques du tirage au sort, alors vraiment, je suis pas une experte du tout. Et je pense pas qu'il y ait d'énormes différences, mais peut-être que Dimitri me contredira, entre les différentes méthodes. Ce qui va varier, c'est la manière dont on contacte les gens, la manière dont on sélectionne en fait l'échantillon qu'on va contacter, donc par mail ou d'autres moyens. Et ce qui varie aussi, c'est les critères de sélection. Il y a des critères classiques démographiques pour s'assurer un équilibre genré, un équilibre en termes d'âge. Ça qui se retrouve vraiment dans toutes les assemblées citoyennes, mais au-delà, ça varie quand même assez significativement, et encore plus des critères sociologiques. Ce qu'on remarque, c'est que les organisateurs apprennent les uns des autres et au fur et à mesure, on a des critères de sélection qui sont de plus en plus pertinents spécifiquement pour le sujet. Par exemple, sur le climat, on va prendre en compte, au-delà donc des enjeux sociologiques, l'opinion sur le changement climatique, les habitudes de consommation, les comportements. Par exemple, sur une assemblée citoyenne sur le transport, on va veiller à avoir une représentation de ceux qui doivent utiliser la voiture, de ceux qui prennent les transports publics, ceux qui sont au centre-ville, etc. Il y a aussi des assemblées, et de manière intéressante, où les catégories les plus vulnérables, donc ménages à très faible revenu, groupes marginalisés, discriminés, enfin, qui sont racisés, vont être surreprésentés. Parce qu'on sait qu'ils ont tendance à avoir moins d'espace, d'une manière générale, dans l'élaboration des politiques publiques, et ceux qui n'ont pas forcément les codes, le bagage nécessaire
pour appréhender facilement des enjeux techniques ont tendance à quitter le processus. Donc il y a une surreprésentation qui est effectuée. Enfin, il y a également une prise de conscience que sur des enjeux assez systémiques, pour faire face, voilà, donc ces assemblées, elles sont souvent convoquées aujourd'hui, et Dimitri le rappelait dans son introduction, pour s'attaquer à des enjeux mais énormes, nos réponses face au changement climatique, à la sixième extinction de masse. Bon, ça implique de réfléchir à des transformations très profondes dans notre société, de notre économie, de nous projeter dans l'avenir. Et malheureusement, dans ces processus délibératifs, il y a assez peu d'intégration des enfants ou des jeunes adolescents. Donc il y a des organisateurs qui organisent un dialogue entre l'Assemblée délibérative qui intègre des jeunes adultes, les plus jeunes ont 16 ans, et des groupes de discussion de plus jeunes, comme l'Assemblée nationale des enfants en Écosse, pour qu'ils soient impliqués et pour qu'ils donnent leur avis. Bon, du coup, j'ai pas répondu sur la technicité de la question. J'ai complété. Merci. Du coup, peut-être Dimitri, oui, tu pourrais préciser. Ouais. Voilà. Il y a, il y a plusieurs éléments à avoir. Ça, c'est très bien ce que Mathilde a dit. Il y a plusieurs éléments à avoir en tête. Le premier élément à avoir en tête qui suscite beaucoup de confusion dans le débat public, je trouve, c'est que il y a des personnes qui pensent, et enfin, il y en a beaucoup, hein, y compris des collègues, donc c'est pas grave de penser ça, mais qui pensent à partir du moment où il y a du tirage au sort, à ce moment-là, nous avons un échantillon représentatif. Ce n'est absolument pas vrai. Un échantillon représentatif, ça repose sur quelque chose qu'on appelle la loi des grands nombres, qui est quelque chose qui marche en statistique, ça marche pour les humains, mais ça marche pour plein d'autres choses. À la base, ça a été découvert avec les haricots, par la personne qui a découvert ça. Donc, le principe de l'échantillon représentatif, c'est si vous prenez de façon vraiment aléatoire, mais là, j'insiste sur le vraiment aléatoire, une partie de votre population, mais un groupe suffisamment large de votre population, vous aurez toutes les caractéristiques dans la bonne proportion de votre population. Y compris, et c'est ça le problème des critères, des caractéristiques qui peut-être vous semblent pas pertinentes tout de suite. Mais par exemple, moi je suis gaucher, et il y a aucune assemblée citoyenne qui a un critère pour les gauchers. Mais peut-être que les gauchers, ils vivent leur vie différemment. Il y a les questions de neurodivergence, il y a les questions d'avoir un parent qui est issu de l'immigration ou pas, il y a des questions etc. En fait, le problème, c'est que. Et donc, bon, voilà, pour simplifier, à l'heure actuelle, euh, aucune assemblée citoyenne n'est un échantillon représentatif. C'est pas ça, c'est des panels, moi c'est ce que j'appelle des panels diversifiés. Le seul dispositif délibératif qui peut prétendre être un échantillon représentatif, c'est les panels délibératifs de James Fishkin, qui s'appelle des sondages délibératifs, et puis les premières phases islandaise et belge. Parce que là, vous avez des échantillons de 1000 personnes. Et quand on est dans un échantillon d'une taille vraiment large, on est dans un échantillon représentatif. Les groupes de moins de 200 personnes ne peuvent pas prétendre, dans aucun pays, peu importe la taille du pays, ne peuvent pas prétendre à des échantillons représentatifs. Donc ça, c'est le premier point, c'est important. Le deuxième point qui est effectivement important, c'est que vous avez pas un tirage au sort obligatoire pour les dispositifs délibératifs, vous les avez pour les jurys d'assises. Moi, personnellement, et dans mes travaux, je défends une participation obligatoire, hein. Je pense que c'est bien, en m'appuyant sur les travaux de collègues qui ont travaillé sur les jurys d'assises et les effets d'empouvoirment, je crois qu'on dit en français, empouvoirment des citoyens quand ils se rendent compte qu'en fait ils peuvent participer de façon efficace aux délibérations. Mais ça pose un problème effectivement du fait qu'à l'heure actuelle, des gens peuvent refuser et on sait que les refus sont pas neutres en termes de catégorie sociale et de caractéristiques sociales. Voilà, donc ça c'est deux points importants. Après, sur la méthode de tirage elle-même, comme je le disais, c'est de la génération aléatoire du numéro de téléphone. Il y a plusieurs systèmes qui peuvent exister. Les Irlandais font pas ça. Les Irlandais, ils utilisent le electoral roll, les listes électorales. C'est une autre façon. Et donc, quand vous faites un tirage au sort, il faut décider quelle est la population à partir duquel vous tirez au sort. Donc, est-ce qu'il faut être citoyen français ou pas, par exemple. Et donc, ensuite, il y a plusieurs méthodes précises. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais effectivement, en France, on a utilisé la génération aléatoire de numéros de téléphone. En Irlande, ils ont utilisé le electoral roll. Et ils ont aussi utilisé un autre système avant qui s'appelle la route du hasard, où en fait, vous avez un parcours aléatoire dans certains endroits où vous frappez à la porte et ça marche en contact direct, alors qu'en France, du coup, c'était par SMS et par coup de téléphone et on sait qu'il y a des différentiels dans le mode de contact.
Le point important sur les critères, et effectivement Mathilde a touché là-dessus, c'est qu'en France, on n'avait pas de critères attitudinaux pour la CCC et puis d'ailleurs pour les autres aussi. Donc du coup, on ne savait pas ce que les gens pensaient. On savait qu'on avait X% d'ouvriers, X% de femmes, X% de personnes qui vivent en zone périurbaine, mais qu'est-ce qu'ils pensent et quelles sont leurs attitudes politiques, on ne sait pas. Et du coup, ça c'est important ensuite dans la deuxième phase de tirage au sort. La première phase de tirage au sort, vous la faites vraiment aléatoirement. La deuxième phase, vous la faites avec des quotas, puisque vous avez un échantillon qui est trop petit pour être un échantillon représentatif. Est-ce que vous avez que des critères démographiques ou est-ce que vous avez aussi des critères attitudinaux? Et si vous avez des critères attitudinaux, donc opinion, lesquels vous avez? Moi, par exemple, je ne suis pas du tout favorable au fait que quand on tire au sort quelqu'un, on lui dise pour quel sujet il va être tiré au sort. C'est, par exemple, Fishkin, dans ses deliberative polls, jamais ils disent aux personnes, nous vous invitons à participer sur la question des armes à feu, est-ce que vous voulez venir? Nous vous invitons à participer à une délibération, est-ce que vous voulez venir? Et vous découvrirez le sujet plus tard. Ça évite notamment les biais de sélection par rapport au thème. Maintenant, effectivement, les critères attitudinaux, me semble important. Je pense que c'est compliqué de dire que l'Assemblée est représentative si elle est uniquement représentative de façon démographique, mais qu'elle n'est pas du tout représentative en termes d'opinion politique par rapport et publique par rapport à la population générale. Donc voilà. Mais après, le problème des critères, c'est quoi les bons critères? Et ça, c'est un vrai souci. À nouveau, vous n'avez pas ce problème si vous avez un vrai échantillon représentatif, mais ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher de faire venir 800 personnes que 150. Peut-être que tu pourrais poursuivre, Dimitri, sur le sujet de la Suisse. Il y avait une question euh, qui trouvait un paradoxe entre la pratique de l'exercice démocratique en Suisse, qui est très différent de la France, et, euh, et le fait qu'on ne connaît pas de convention citoyenne à la française sur place. Est-ce qu'on a eu des exercices, des dispositifs délibératifs qui ont été menés en Suisse? Est-ce qu'ils ont eu une certaine importance? Est-ce que leur forme et leur modalité de débat étaient similaires? Voilà. Alors la Suisse, c'est un cas intéressant parce que c'est le seul pays développé, sauf si je me trompe, en tout cas dans les pays d'Europe de l'Ouest, où le taux de satisfaction des citoyens envers leur système politique est très élevé. Donc quand vous demandez globalement un vrai échantillon représentatif de la population suisse qui pense de son système politique, les gens à plus de 60% vous disent qu'ils sont contents. Euh, donc c'est pas le cas en Allemagne, c'est pas le cas en France, enfin, bon, c'est assez clair. Donc du coup, ce qui est drôle, c'est que moi, quand j'avais commencé à travailler avec des collègues sur faire de la délibération en Suisse, on voulait vendre une solution à une absence de problème. Bon, c'est très, très compliqué de vendre une solution quand il y a une absence de problème. Il y avait quand même un enjeu, et du coup, c'est par là qu'on était rentré à l'époque. Donc nous, on a commencé notre process en 2018. C'était la question des référendums. Donc, il faut savoir que les Suisses, en fait, pas juste des référendums, des initiatives, mais donc nous, en France, on appelle ça des référendums. Eux, ils font la différence entre les référendums, qui sont des choses soit automatiques, soit convoquées par les pouvoirs publics, et les initiatives qui viennent de la population par pétition, qui eux-mêmes, la population, décide sur quoi elle veut se prononcer, qui existent à tous les niveaux, hein, au niveau fédéral et au niveau des cantons et au niveau local, alors qu'aux États-Unis, ça existe qu'au niveau de certains États, d'ailleurs pas de tous les États, et ça n'existe pas au niveau fédéral. Et donc nous, le dispositif dont on s'est inspiré, c'est un dispositif qui a été inventé aux États-Unis dans un État qui a de la démocratie directe, du coup, où le panel citoyen ne fait pas une recommandation, c'est important, mais il va sélectionner les arguments, il va les synthétiser. Et donc là, à nouveau, il y a cette idée de permettre au grand public de s'emparer de sujets, alors j'ai un collègue qui a écrit un livre qui s'appelle La politique pour les gens occupés. On a des choses à faire dans notre vie. Et donc, du coup, l'idée, ça a été inventé en Oregon en 2010, ça s'appelle la Citizen Initiative Review. Et on avait publié une traduction d'un article des collègues qui avaient développé le dispositif d'en participation en français. Et donc, du coup, en fait, le panel citoyen, il sélectionne il sélectionne un certain nombre d'arguments neutres, entre guillemets, et puis il va sélectionner les meilleurs arguments pour et les meilleurs arguments contre. Et il les vérifie, il les fact-check. Nous, par exemple, on avait fait un panel, il y avait un référendum. Alors, la question du coup de l'agenda setting est simple, c'est ce qui va être mis à référendum. Donc, l'agenda setting, il a déjà été fait. On avait un truc sur les armes à feu.
Donc la Suisse devait se prononcer sur la question des armes à feu, régulation des armes à feu, notamment suite aux attentats en France, parce que la Suisse est partie de Schengen. Bref, je ne rentre pas dans les détails, mais grosso modo, ce qui était intéressant, c'était que dans cette exploration du panel citoyen délibératif et d'audition des parties prenantes pour et contre ce référendum sur la régulation des armes à feu, ils avaient découvert que l'argument principal des pour et l'argument principal des contre, qui était médiatisé beaucoup sur les réseaux sociaux, etc., était faux. Les pour disaient si nous n'acceptons pas cette réforme, alors nous sortirons immédiatement de Schengen et nous ne pourrons plus jamais y rentrer. Or, c'est faux. Ça aurait déclenché potentiellement un processus de révision de la participation de la Suisse à Schengen à terme, blablabla. Mais c'était pas du tout aussi catastrophique que c'était présenté. Et le meilleur argument, l'argument principal des contre, c'était ça va détruire la tradition de la chasse en Suisse. Or, ce référendum ne s'attaquait qu'aux armes automatiques et semi-automatiques, et il est interdit de chasser avec des armes automatiques, ou si je sais pas, avec un M16. Donc en fait, les deux arguments des camps principaux étaient faux. Donc ça n'a pas été sélectionné par les citoyens parce que c'était faux. Et donc dans leur rapport citoyen, qui fait juste une page, des fois deux pages, mais c'est assez court, et qui est envoyé du coup avec le matériel officiel de vote à tous les électeurs du canton ou de l'État, hein. Et donc, là, le truc intéressant, c'est que du coup, pour l'Oregon, on a plus de 10 ans de données là-dessus. Pour la Suisse, on en a un peu moins. Mais ce qu'on note, c'est que les votants, c'est pas une élection, donc c'est les votants, les citoyens suisses qui reçoivent le matériel de vote avec du coup les déclarations des pour, des contre du gouvernement et des citoyens, disent que l'élément le plus important pour eux pour se décider et pour comprendre le débat, c'est la déclaration du panel citoyen. D'accord? Et ils le mettent devant toutes les autres sources d'informations qu'ils reçoivent, devant les médias, devant les informations de partis politiques. Donc voilà, ça c'est un système intéressant qui colle du coup très très bien avec le modèle suisse de avoir quatre week-ends de votation par an. Il y a maintenant, mais je ne vais pas entrer dans les détails, des assemblées citoyennes qui ont aussi été menées un peu plus en style assemblée citoyenne classique, de faire des propositions, à la fois à l'échelle locale, par exemple à Genève, mais aussi maintenant à l'échelle fédérale sur des enjeux comme les enjeux de nutrition. Euh, c'est beaucoup plus under the radar, comme on dit, parce que juste en fait les Suisses, ils sont contents avec leur système politique, donc les innovations, ils les voient moins comme étant essentielles. Merci. Cette fois, une question un peu plus d'ordre sémantique. Quelqu'un qui se demandait si le fait d'introduire des critères de sélection, ça permettait encore de parler de tirage au sort. En fait, pourquoi l'expression est encore utilisée et encore en vogue aujourd'hui, alors que au final, on introduit énormément de biais et de choses comme des quotas dans la sélection du panel. Oui, ça peut porter à confusion. En fait, il y a un tirage au sort de personnes avec l'objectif que le panel in fine soit un échantillon entre 40 guillemets, vu ce qu'a dit Dimitri, et je suis d'accord, de la population. Donc, sans ces critères-là, on pourrait pas avoir un panel qui soit pertinent pour le sujet traité. C'est impossible d'avoir une mini-France avec 100 personnes, comme le disait Dimitri. Donc, pour essayer d'avoir une réflexion pertinente au maximum, vu le débat public, vu les enjeux, vu les impacts sociaux que la mesure peut entraîner, on doit veiller à ce que certains critères soient respectés. Peut-être que je suis pas assez claire et que Dimitri, Marine, Hélène veulent compléter. Ça me paraît assez clair. Le tirage au sort, à l'origine, il est fait largement pour éviter des volontaires. Ça, c'est un autre système qui passe par le volontariat. Volontaires qui, par hypothèse, ont déjà des idées euh, plus ou moins euh, préconçues euh, ou spécialisées, etc., sur le sujet. Donc, c'est une première étape. Et après, on élimine, on va pas avoir que des femmes, on va pas avoir que des vieux, on va pas avoir que des gens qui ont telle ou telle caractéristique, etc. Donc, en fait, il faut tirer au sort large pour obtenir un peu moins après, mais qui soit
un peu plus représentatif de la population en général. Moi, c'est comme ça que je vois le tirage au sort. Et je suis bien obligée de constater que quand on ne peut pas faire un vrai tirage au sort, ce qui est extrêmement onéreux, on a des difficultés après. Si pour rebondir sur cette question du tirage au sort, moi, la réflexion que ça m'évoque à titre personnel, c'est l'insuffisance de réflexion qu'on a eue en fait sur justement la manière de penser les modalités d'exercice par les citoyens de leur rôle de représentant en général. Si, alors, on a beaucoup réfléchi par exemple au mode de scrutin et on voit qu'en France, c'est quand même un sujet qui demeure un peu difficile, en tout cas à concrétiser dans des évolutions. Mais cet autre volet, en fait, on n'a pas d'infrastructure démocratique très forte, on va dire, qui nous permettrait de tirer au sort facilement, en fait, les personnes et aussi de réfléchir aux critères pertinents de la pondération des personnes qu'on aura tirées au sort sur un sujet déterminé. Donc, de mon point de vue, en tout cas, ça signe plutôt un manque et un besoin peut-être d'institutionnalisation. Moi, voilà, je sais qu'en rigolant, je disais il faudrait presque un service public hein, du tirage au sort, enfin réfléchir pour accompagner les citoyens dans l'exercice de nouveaux droits associés à leur citoyenneté. Mais parce que effectivement, le modèle qu'on pratique, qui a été pratiqué, comme ça a été dit tout à l'heure en Irlande, qui est celui du tirage au sort sur la base des listes électorales pour les jurys d'assises, c'est un modèle qui paraît pas tout à fait adéquat ou pas toujours adapté, puisqu'il exclut, outre les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes et dont on aimerait bien peut-être les entendre dans ces dispositifs, toutes les personnes qui n'ont pas la nationalité française, toutes les personnes qui sont mineures. Ça a été dit aussi, un des enjeux de ces panels, ça peut être aussi de faire participer des personnes en dehors enfin, qui n'ont pas atteint l'âge de la majorité. Donc voilà, donc il y a toute une réflexion à avoir de mon point de vue c'est ce que ça montre en fait, sur ces conditions-là. Oui, en fait, oui, c'est ce que j'ai mis en commentaire, mais en fait, il y a trois niveaux. Ça, c'est une confusion qui arrive assez souvent. Il y a trois niveaux pour penser le tirage au sort dans sa modalité de volontariat, entre guillemets. C'est pas le bon. Enfin, le premier système, c'est justement du tirage au sort avec un pool de volontaires qui ont fait acte de candidature. Ça, c'est le fonctionnement à Athènes, par exemple, ou dans les républiques italiennes médiévales où il faut d'abord avoir dit, bah, moi j'aimerais bien être mis dans le Clérotérion ou dans le sac de tirage au sort pour être tiré au sort. Il faut acheter son billet, entre guillemets, de loterie pour être tiré au sort. Là, vous avez un biais très, très net envers ceux qui s'estiment compétents, qui s'estiment qui doivent être entendus. Le deuxième niveau, qui est le niveau des assemblées citoyennes à l'heure actuelle et des mini-publics délibératifs depuis les années 70, c'est le niveau du consentement. Vous êtes tiré au sort et vous avez tout à fait le droit de dire je ne veux pas participer. 90% des gens, en moyenne, dans la plupart des cas, vont dire qu'ils veulent pas. En France, pour la Convention climat, c'était moins, c'était 70, donc vous avez 30% de gens qui étaient partants et 70% de gens qui n'étaient pas partants. Mais le fait que vous avez, même quand c'est 70 et pas 90, une minorité de gens qui disent qu'ils sont partants pour délibérer, ça veut bien dire que ces gens-là, ils sont quand même particuliers. Et là, il y a quand même un vrai biais. Moi, c'est pour ça que depuis le début, je suis en faveur de l'approche qui est l'approche du devoir, donc qui est l'approche du jury citoyen. Et comme ça, là, vous êtes sûr il y a pas un biais. Parce que le problème, c'est que il est possible que ces citoyens-là, dans votre assemblée citoyenne, ils soient tous différents. Il y a des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, etc. Mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils ont tous accepté de participer. Donc potentiellement, il y a un biais et il y a une vision de la démocratie de la citoyenneté qui est particulière chez ces gens-là. C'est tout à fait possible. Alors après, il y a certaines personnes qui disent que c'est une bonne chose. Moi, je pense que si on a une forme de prétention à représenter la diversité du pays, c'est une mauvaise chose. Notamment, par exemple, dans les assemblées irlandaises, il n'y avait pas beaucoup d'abstentionnistes. Nous, quand on a fait notre panel en Suisse, l'abstentionniste était un critère qu'on avait intégré, donc on voulait avoir le bon pourcentage d'abstentionnistes dans notre panel. Euh, voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point sur pourquoi accepter un vrai tirage au sort est onéreux, bah parce qu'un vrai tirage au sort, ça veut dire un panel beaucoup plus large. Et donc là, vous avez, et on travaille en ce moment avec Fishkin donc pour comparer les cas de deliberative polls aux États-Unis et puis le cas français. Il y a un compromis à faire entre est-ce que vous voulez que votre assemblée elle puisse délibérer pendant un certain temps, ce qui coûte cher, mais dans ces cas-là, elle doit être petite. Ou alors, est-ce que vous voulez qu'elle délibère pendant un, voire deux week-ends, comme les sondages délibératifs? Et à ce moment-là, vous pouvez vous permettre d'avoir un très grand échantillon, parce que tout simplement, bah, ces gens-là doivent être payés, doivent être défrayés.
faut avoir l'hôtel, etc. Donc ça coûte cher. Après aussi, en façon logistique, vouloir recruter 1000 personnes vis-à-vis recruter 150 personnes, c'est pas du tout le même coût en termes de travail pour avoir ces personnes-là. Donc voilà, j'espère que c'est clair, je sais pas si c'est clair. C'est Dimitri, sans compter évidemment le fait que certaines personnes ne vont pas pouvoir participer si on n'assure pas la garde d'enfants, par exemple, ou des aspects logistiques de ce type-là. Donc on arrive à la fin de cette première séquence, donc le premier webinaire d'un cycle de trois. Donc on parle de cycle de colloque parce que le dernier est en présentiel. Donc pour rappel, on se retrouve pour celles et ceux qui le souhaitent la semaine prochaine, cette fois-ci. On appellera, enfin on suscitera l'expertise de personnes qui ont été tirées au sort et de personnes qui sont en charge de l'organisation de conventions citoyennes, comme Kenza Okensei, vice-présidente du CESE, qui donc est les mains à la manette de la convention citoyenne sur les temps de l'enfant. On aura deux membres de l'association Les 150 qui a été issue d'une partie des personnes tirées au sort pour la Convention citoyenne pour le climat et deux membres des 184, une autre association qui cette fois-ci résulte de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Et la troisième séquence donc, qui aura lieu le 17 octobre, cette fois-ci dans l'après-midi de 15h à 19h au Palais du Luxembourg, donc en face du Sénat. Comme je l'ai dit au début, on l'a voulu en présentiel car on voulait aussi avoir la participation de parlementaires et ça aurait été peut-être probablement un peu plus compliqué dans ce cadre-là. Et il y a le symbole aussi d'organiser ce type de dispositif, ce type de discussion au sein même d'une des deux assemblées qu'on propose de chambouler un petit peu avec une proposition de loi constitutionnelle. Donc un point important. La semaine prochaine, c'est un webinaire. Donc, si vous voulez le lien, le plus sûr, c'est de vous inscrire. Pour la séquence du Sénat, là, on a besoin, enfin, les entrées sont contrôlées, donc on a besoin que vous inscriviez au moins 3 jours à l'avance et on va vous demander, donc vous verrez dans le formulaire d'inscription, date de naissance, lieu de naissance et ce que le Sénat nous impose parce qu'on doit leur transmettre la liste des personnes inscrites 3 jours, enfin, de 3 jours avant la tenue du colloque. Donc voilà, enfin, ne tardez pas trop à vous inscrire, notamment pour la dernière, pour être sûr de ne pas vous retrouver avec porte close. Merci Marie-Angèle, merci Dimitri, merci Mathilde, merci Marine. J'espère, alors c'était très dense et vous avez beaucoup de liens qui ont été mentionnés dans le chat. On va faire notre possible pour mettre en ligne enfin, la capture vidéo de ce webinaire. Vous pourrez notamment retrouver justement les liens qui ont été mentionnés dans le chat. Mathilde, il avait été demandé que tu puisses transmettre aussi tes slides. Donc, à ce moment-là, on pourra le mettre dans la description de la vidéo qu'on mettra en ligne. On l'espère dans les tout prochains jours. Je ne préfère pas vous promettre une date, mais on fait ça le plus vite possible. Et voilà, on espère vous retrouver nombreuses et nombreux la semaine prochaine et à Paris, et donc dans une vingtaine de jours. Bonne fin de soirée à toutes et tous et à très bientôt. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Soirée. Merci, bonne soirée.